la 5e meilleure place de l'année. Quand tu sais, il y a qui en dessous. Tu sais, il y a que Nike au-dessus. Il n'y avait pas d'Adidas, il n'y avait pas d'Under Armour, il n'y avait pas de Puma, il n'y avait pas de, tu vois, tout ça. L'année de la sortie, c'est notre première paire. On est direct dans la cour des grands. Non, on était trop contents. Mars 2020, coup de tonnerre dans le monde du basket. 2 entrepreneurs français sortent dans l'ombre une paire qui deviendra une référence pour les basketteurs. La Layup Revo 1. Cédric Marlu, un des 2 cofondateurs de la marque, est venu aujourd'hui nous raconter les détails de cette entrée fracasse. Du jour où lui et son associé Wilson ont pris la décision de concurrencer les plus grosses marques de streetwear au monde, jusqu'au lancement de la première paire qui a failli tourner à la catastrophe et ruiner 3 ans de travail. En fait, ça se passe en mars 2020. On fait la liste des matchs importants qui se passent en France à ce moment-là, tu vois. Et on se dit, on va faire le tour des matchs, on va aller vendre la paire, on va dire, ouais, nous, on veut ça, on veut ça. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que mars 2020, Covid, tout le monde confiné chez soi et tout. Et nous, on est choqués, tu sais. On se dit, waouh, notre projet là, il tombe à l'eau, tu vois. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 493 abonnés sur la chaîne du podcast. Ça va, c'est pas mal, mais je refuse de croire que sur les 300 millions de francophones qu'il y a sur cette terre, on soit que 493 à s'intéresser aux coulisses du sport et de l'entertainment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est exactement la mission derrière ce podcast. Tirer le rideau sur les coulisses du sport et de l'entertainment, en invitant des acteurs directs comme des sportifs, des créateurs de contenu, des artistes, ou bien des acteurs indirects comme des agents, des experts, des journalistes, etc. Alors pour être prévenu des prochaines sorties, je te laisse t'abonner en cliquant juste en dessous. Moi, j'ai grandi en France, en Île-de-France, et plus précisément dans le 7-7, Sud-Seine-et-Marne, comme je te disais tout à l'heure, le côté sombre du 7-7. Fontainebleau, Melun, les trucs comme ça. Et je dis même pas le vrai nom de la ville, tu sais, parce que c'est encore plus loin, tu vois. Et ouais, j'ai grandi là-bas, vie paisible, tranquille, dans le côté cool de la life. Quand t'étais là-bas, est-ce que t'étais pratiquant de sport, de basket plus particulièrement? Ouais, c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai commencé vers chez WAM, comme tout le monde, tu joues dans le club à côté de chez toi, souvent. C'est par là que tu commences. Et c'est comme ça que j'ai découvert le basketball, vers les 10-11 ans et tout. À peu près l'âge où les gens commencent à vraiment se mettre à fond dans un sport, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait commencer, toi? Honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, je pense que c'est les trucs à la Michael Jordan et tout, les trucs comme ça. Tu sais, je suis pas fan de NBA, Ouais. mais j'ai été touché par l'influence du truc, tu sais, parce qu'en fait, c'est fort, tu vois. Et je me rends compte que je kiffais le basketball parce que je kifferais Chicago Bulls, alors que j'avais jamais regardé un match de basket, tu vois. Et ouais, c'est ça qui m'a fait kiffer les Space Jam, ces trucs comme ça, Space Jam, ces trucs comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça que je joue. Ça, c'était en quelle année environ, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Du coup, si j'avais à peu près 10 ans, moi je suis né en 91. Ouais. Donc voilà, c'était dans les années 2000. C'était début des années 2000. Okay. J'espère que les gens vont pas vérifier, Space Jam, il était pas sorti. C'est un menteur. Parce que toi, t'as dit, en vrai, parce que quand même, t'es jeune pour avoir été touché par la génération Jordan, etc. quand même, en vrai. Ah ouais, tu penses? 91? Ouais. Non, 91, c'est ça. 91, ouais, enfin, tu sais, j'étais tout petit et en fait, comme je te dis, moi, je regardais pas le match NBA. Et j'étais touché par génération Jordan, mais par tout ce qui en découle, tu vois. Toute la com qui est autour de ça, autour du fait que c'est le meilleur joueur du monde, autour de tout ça. Je n'étais pas touché par la NBA, ouais. mais par l'image du truc, tu vois. Ok, parce qu'il y avait à côté. Ouais, exactement. Et je me suis rendu compte, c'est plus tard, tu sais, même en bossant sur les Yup et tout, que je me suis rendu compte que je kiffais le basket sans connaître vraiment précisément l'historique, les détails du truc et tout, tu vois. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le basket. Je pense qu'on est nombreux, franchement. Aussi. Et je pense que t'as mentionné un joueur très intéressant, Jordan. Bah, pour ceux qui connaissent pas, MDR. Mais il y a un point important sur sa carrière et sur tout ce qui en découle, c'est les chaussures. Est-ce que déjà, à cette époque-là, tu faisais attention aux chaussures ou tu faisais attention aux chaussures de détail ou pas? Non, du tout? Là, c'était vraiment... Ouais, c'est arrivé vraiment bien plus tard. Je pense que je savais qu'il y avait une marque qui s'appelait Jordan. Ouais. Mais en vrai, non. Je faisais pas attention. C'est mes parents qui m'achetaient les paires. Ils faisaient pas attention non plus. Le basket, tu continues ça jusqu'à quel âge environ? Tu te souviens? J'ai continué jusqu'à peut-être les 20 ans, les trucs comme ça, peut-être un peu avant quand même. Après, tu sais, t'es dans les études, tu changes de ville et tout, t'es plus avec les mêmes gars au basket, donc tu changes un petit peu d'intérêt. Après, tu sais, t'as des stages à l'étranger, des trucs, donc tu te détaches de tout ça. Et puis surtout que moi, j'avais pas d'ambition de carrière, tu vois, donc forcément, tu t'en détaches au bout d'un moment. Mais ça reste un kiff, tu vois. Et là, maintenant que je suis dans une structure de vie un peu plus stable, ouais, là, j'ai repris. Mais ça faisait au moins 5-6 ans que j'avais pas été inscrit en club et 10 ans que j'ai pas fait un match, tu vois. Okay, parce que du coup, j'ai vu que je me suis renseigné. J'avoue, j'ai fouiné un petit peu. J'ai regardé et j'ai vu que tu faisais partie de l'équipe de basket de ton université à l'époque. C'est bien ça, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Ouais, j'étais en école de commerce et il y avait une équipe dans l'école de commerce. Et bon délire, tu sais, c'est un petit peu comme les trucs universitaires où après, tu sais, il y a différentes écoles qui se rencontrent et tout. Et justement, on jouait là-bas avec Wilson.
Mais en vrai, c'est pas un vrai club, tu vois. Bien sûr, t'as un coach, t'as un truc, t'as une structure, les gens, ils sont chauds. Mais c'est pas un vrai club, tu vois. Il n'y a Du pas les coup, mêmes je ambitions. te parle de ça parce que je voulais faire la transition avec ton parcours scolaire. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de, on va dire, tes années lycée jusqu'à, du coup, la formation en master, du coup? Du coup, parcours assez linéaire, je dirais. J'étais, en vrai, encore une fois, hein, comme beaucoup de personnes, moi, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'essayais d'être toujours dans les trucs les plus généraux que possible, tu vois. J'ai fait d'abord un bac ES. Donc, Ouais. tu vois, je reste assez général, tac. Après, je suis parti dans le commerce encore, je suis resté là-dedans, j'ai fait un BTS commerce international, licence commerce international. Et après, j'ai arrêté les cours un petit peu. Et après, je suis revenu, j'ai fait un master en école de commerce. Et, c'est là, en fait, que j'ai vu la lumière, entre guillemets, tu vois. C'est là que j'ai rencontré des mecs qui étaient dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et moi, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et en fait, j'avais un bon pote qui était dans une de ces filières-là en entrepreneuriat. Et puis, il m'a dit, mais mec, franchement, viens avec nous. T'es dans une filière commerce où il y avait trop de gens et tout. Il m'a dit, viens plutôt avec entrepreneuriat et tout. Je lui ai dit, bah vas-y, je veux venir. Bon, moi, je serai avec des gars que j'aime bien. Ouais. Et c'est là, en fait, que vraiment, je me suis retrouvé entouré de personnes qui ont des projets, des ambitions, des trucs et tout. Et franchement, ça m'a galvanisé. Je me suis dit, putain, c'est trop stylé, en fait, c'est là que je veux être. Et dès la première année d'école de commerce en entrepreneuriat, j'ai lancé un premier truc avec mon grand frère, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a C'était quoi, du commencé. coup, qu'est-ce que vous avez lancé? On était dans la restauration. On avait un Ouais. camion, un food truck. Ok. Et ça, c'était un vrai truc. C'est genre, la journée, on bossait, on était à l'école. Et le week-end, la nuit, on faisait les sorties de boîtes de nuit, tu vois. Ok. On faisait des bokites. Pour ceux qui savent, les bokites, sandwich antillais pour faire vite, frit. Franchement, c'était terrible. Très bon casse-dalle Et de fin de soirée, hein, je tiens à préciser. les gens, ils se tuaient pour avoir un bokit là. Les gens qui sortent de soirée, qui ont la dalle, c'est pas les mêmes qui sont en plein après-midi, tu vois. Mais ouais, c'était un bête de délire. Ouais. Et puis après, on a quitté, et puis après, on a fait d'autres trucs, et puis voilà. Du coup, si j'ai bien compris, t'es arrivé dans cette filière entrepreneuriale parce que, du coup, il y avait des amis à toi qui y étaient déjà. Mais est-ce que toi, t'étais vraiment motivé et passionné par l'entrepreneuriat À l'origine, à non, l'origine? non, moi je connaissais même pas, tu vois. Ouais. Comme je te dis, je savais vraiment pas ce que je voulais faire et c'est parce qu'il y avait des gars à moi qui m'ont chauffé, donc je suis venu. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ouais, c'est l'endroit que je veux être et c'est ça qui me fait kiffer, tu vois. Et en gros, c'est entre guillemets de la chance un petit peu, tu vois. Je me suis retrouvé à l'endroit que je kiffais sans même savoir que c'était ça que je kiffais, tu vois. Et ouais, non, même les gens que j'appréciais pas ou que je connaissais pas, ils avaient déjà des entreprises, ils étaient déjà dans leur truc et tout. Franchement, ils étaient chauds et ça m'a vraiment donné envie de le faire, tu vois. Et en plus, tu disais que t'as fait ça, du coup, t'as fait ça un peu avec ton frère. Et est-ce que, au début, en tout cas, t'as commencé avec ton frère, Ouais. est-ce que, comment c'est, parce que c'est pas un parcours, en vrai, l'entrepreneuriat, peut-être à l'époque, c'était pas un parcours classique, maintenant peut-être un peu plus, mais comment est-ce que ça a été accueilli par les gens de ta famille, tes parents, etc. Est-ce qu'ils étaient... Ben, en vrai, déjà, je te rejoins, je suis d'accord avec toi que c'est de plus en plus normal, entre guillemets, d'entreprendre. Mais c'est vrai que, il y a encore quelques années, c'était pas le schéma classique, tu vois. Ouais. Surtout si tu fais, entre guillemets, des études, école de commerce, machin, t'essaies de trouver un taf fixe tout de suite et tout. Et moi, j'avoue que mon frère et moi, on a deux parcours vraiment différents. Lui, il a toujours eu envie c'est dans sa mentalité, tu vois, d'être, entre guillemets, indépendant. Dans la mienne aussi, mais lui, c'est vraiment, il a vraiment une volonté d'être autonome et entre guillemets libre, tu vois. Et du coup, il a toujours eu des projets comme ça dans sa tête. Et quand j'ai su qu'il voulait construire quelque chose et que moi j'étais dans cette filière entrepreneuriale, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais mettre toutes les connaissances que j'apprends au service de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Et j'ai kiffé le faire, tu vois. Et ouais, dans ma famille, ça a été super bien perçu puisque, tu sais, mes parents, ils voient ça comme un projet entre leurs enfants. Ils se disent, bah, c'est bien, tu vois, force, tu vois. Parce Donc, que du ils coup, nous le projet encouragent. restauration, c'était plus son idée de base. La base, c'était son idée, Ok. ouais, complètement. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as rapporté dans le truc, toi, du coup? Bah, tu sais, t'es à l'école, t'apprends plein de trucs, Ouais. t'as des personnes t'as des intervenants qui viennent, qui Ouais. te donnent des conseils, qui t'expliquent comment faire. Et du coup, je suis inspiré par tout ça et je me dis, bah, tu sais quoi, mon frère, il fait un truc, je vais tout Ouais. lui donner, je vais mettre au service de son projet, tu vois. Et du coup, tout ce qui va être dossier ou tout ce qui va être perception du commerce ou Ouais. perception de certaines choses, bah, j'ai envie de les appliquer dans son projet, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est C'est ça que important parce j'apporte à que son c'est projet. ce genre de filière, je me demande, enfin, je sais pas, tu sais, l'entrepreneuriat, dans ma vision en tout cas, hein, ça, c'est large, j'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs à savoir, Ouais. de tâches en tout cas. Et je me dis, qu'est-ce qu'on apprend du coup dans ce genre de filière? Bah, en vrai, t'apprends. Qu'est-ce que toi t'as appris du coup?
Ouais, t'apprends quand même, bah ça reste quand même assez général, c'est-à-dire que tu vas avoir des informations sur une partie comptabilité, bien sûr, tu vas avoir des informations sur la partie comptabilité finance, sur une partie Ouais. commerciale, sur une partie marketing, communication, etc. C'est plein d'infos qui touchent la gestion d'une entreprise, tu vois. Et après, tu vas avoir des matières un peu plus spécifiques sur justement la gestion pure d'une entreprise, du management, ou sur, par exemple, une reprise d'entreprise. Tu vois, par exemple, tu achètes une entreprise, comment calculer la valeur de l'entreprise, comment, tu vois, des choses qui finalement te donnent des billes pour que quand tu seras dans la réalité, quand même, tu puisses t'en sortir, tu vois, ou avoir les bons réflexes. Tu vois, c'est surtout ça en fait. Avoir les bons réflexes et comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de personnes qui entreprennent, qui lancent des entreprises, mais qui n'ont pas ce bagage de formation, tu vois, et qui, bien sûr, elles s'en sortent, tu vois, mais c'est vrai que il y a certains manques, tu vois, sur l'aspect, je dirais, théorique. Et quand il te manque du théorique, bah, tu perds un petit peu de temps à l'apprendre sur le terrain, tu vois. Mais bon, Oui. après, ça s'apprend, tu Et en plus de ça, tu fais une rencontre là-bas, à vois. l'école. J'imagine que tu parles de Wilson. Ouais. Ouais, de fou, de fou. J'ai rencontré Wilson là-bas, bah, dans la section Ouais. entrepreneuriale. Tu peux Lui, rappeler du coup rapidement qui est Wilson? Wilson, qui Pour est ceux qui mon savent. associé, Ouais. cofondateur de la marque Layup. Et lui, par contre, il veut entreprendre. Et lui, il est passionné depuis toujours, en tout cas au moment où je le rencontre, et c'est encore le cas, passionné depuis toujours par le business et l'entrepreneuriat, tu vois. Mm. Donc lui, c'est déjà dans sa vision, dans sa perception de la vie. Après, lui, sa plus grande qualité, je dirais, c'est enfin, professionnelle, hein, c'est sa capacité à vraiment se projeter en termes de business. Et donc, ça veut dire très fort en termes de stratégie, de perception de l'avenir de l'entreprise et tout, etc. Tu vois. Donc ouais, c'est ça sa plus grande force. Et après, c'est un excellent commercial. Aussi, C'est autre chose. comme toi, d'ailleurs. On n'a pas la même façon d'aborder le commerce. Et lui, non, j'aime bien ce qu'il fait en tout cas, moi. Niveau commercial. Parce Ouais, que ouais. niveau commercial, moi, de ce que j'ai compris, j'ai suivi un petit peu ton parcours post. Enfin, après tes études, du coup. Ouais. Si j'ai bien compris, vers quoi tu t'es dirigé? Parce que là, du coup, on va dire, on est en fin d'année d'études, Ouais. fin de master. On est en Ouais, quelle année là, en 2016. Ouais, 2016. J'imagine, il faut que, du coup, tu t'orientes vers une voie professionnelle. exact. Là, à cette époque-là, Layup, est-ce que les Layup, c'est sur la table, ça n'existe pas encore? Ça existe pas encore, mais Wilson et moi, on parle déjà de trucs qu'on a envie de faire. Et en fait, le truc, c'est que souvent, tu sais, quand t'es en école de commerce ou des trucs comme ça, euh, ils finissent l'année, en tout cas ta période scolaire, par des stages à l'étranger, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Donc, on a dû faire un stage à l'étranger de 3 ou 4 mois, je sais plus. On est parti chacun de notre côté. On savait qu'on voulait bosser ensemble. On s'était toujours dit, ouais, un jour, on travaillera ensemble, on fera un truc. Mais sans avoir un réel projet. Et là, on est parti chacun de notre côté. Et c'est vrai qu'on s'appelait régulièrement et tout. Ouais, qu'est-ce qu'on fait en rentrant et tout. Et moi, j'ai envie de rester à l'étranger, donc je suis resté un petit peu. Et quand je suis rentré 2017, fin 2017, là, il fallait que je trouve un taf. Donc ouais, en effet, j'ai commencé à bosser en tant que commercial dans le monde informatique. Et j'ai kiffé d'ailleurs, c'était lourd. Mais c'est vrai qu'on commençait déjà à réfléchir à quoi faire. Et fin 2017, on avait déjà le terme layup, on avait déjà l'idée de ce qu'on voulait faire. On savait où est-ce qu'on voulait aller, tu vois. Donc ça, c'était fin 2017. Ouais. Et du coup, je voudrais revenir juste un tout petit peu avant, Ouais, dis-moi. où du coup, tu m'as dit que tu travaillais dans Dans l'informatique, une le entreprise qui s'appelle Tech Data. Tech Data. Et toi, t'étais sales là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Ouais, pre-sales à l'époque. Ok, Et après, qu'est-ce que c'est et pourquoi du coup tu t'orientes là-bas? bah, en vrai, je m'oriente là-bas. Tu sais, des fois, c'est les opportunités. Hein. Tu sais, Ouais. tu sais, il y a plein de personnes qui savent exactement ce qu'elles veulent faire et elles y vont. Moi, à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où je viens de rentrer, j'ai pas d'argent, faut que je trouve un taf pour vivre. Et à côté de ça, je sais que j'ai envie de bosser sur Layup, donc je cherche un petit peu autour de moi. Là, je tombe sur ça, je postule, ils me prennent. Et finalement, c'est une bonne porte d'ouverture, tu vois, parce que je suis rentré chez ce grossiste qui s'appelle Tech Data, qui est dans l'univers informatique. Et en fait, quand tu rentres chez un grossiste, ils sont connectés avec toutes les marques informatiques, Mais qu'est-ce qu'ils vendent exactement? bah, toutes sortes de produits informatiques. Tu vois, ça peut aller de l'ordinateur à la webcam, à tout ce que tu veux, qui est lié à l'informatique. Et ils vendent d'autres marques. Tu vois, ça peut être du Logitech, ça peut être toutes sortes de marques, tu vois. Et en fait, en bossant chez eux, bah, j'ai rencontré plein de gens et ça m'a créé un nouveau réseau. Et c'est là que j'ai commencé à bosser en tant que salarié dans d'autres entreprises, genre type Lenovo, les trucs comme ça, tu vois. Où là, j'ai pu vraiment prendre de l'expérience, tu vois. Et là, j'ai kiffé. Et là, une vraie expérience commerciale. Et j'ai une question en vrai annexe. Ouais, dis-moi. Moi, je me dis, à quel point c'est différent de vendre une paire de chaussures
et des produits de tech comme ça? Est-ce que c'est déjà, tu t'adresses pas au même public, j'imagine? Ouais, de ouf. Et est-ce que tu retrouves des similarités, des trucs que tu as appris là-bas qui t'ont servi après avec les Layup? Ouais, carrément. En Du vrai, le commerce, je pense que c'est, tu sais, il y a une partie théorique, mais il y a une grosse partie ressentie, tu vois. Il y a une grosse partie ressentie. Quand je dis commerce, c'est, je veux dire commercial, vendre un produit La vraiment vente, quoi. directement comme ça, tu vois. Ouais. Et déjà, je m'adressais pas du tout aux mêmes clients. Avant, j'étais en B2B avec des grosses entreprises et tout, qui font des chiffres d'affaires incroyables, tu vois. Et là, par contre, j'arrive sur un stand finalement à vendre une paire de chaussures à un mec de mon âge qui joue au basket comme moi, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu as les réflexes, la compréhension des besoins, l'écoute, les choses comme ça, tu vois, qui sont nécessaires dans les deux cas, tu vois. Et surtout la façon dont tu vas t'exprimer, tu sais, ça t'apprend à connaître la valeur de ce que tu proposes, à accepter, enfin, à choisir le bon angle pour le défendre et tout, etc. Et finalement, c'est bien, tu vois. Et moi, personnellement, je suis devenu beaucoup plus à l'aise maintenant à vendre en boutique et en magasin, tu vois. Grâce à cette expérience? Enfin, la première expérience m'a Ouais. aidé, mais maintenant, c'est Layup aussi, tu vois, qui m'a C'est beaucoup ça. Et toi, renforcé, c'était quoi même maintenant, c'est quoi ton point fort en tant que sales? Ou vraiment, là, tu te dis, c'est... Bah, moi, mon truc, c'est, je pense, je suis, je suis à l'écoute des gens. Je suis à l'écoute des gens et ça me donne un petit peu de force, entre guillemets, quand après je vais répondre, puisque je Ouais. comprends bien leurs besoins, leurs attentes. Et puis surtout, le truc ultime pour pouvoir vendre un produit, c'est connaître ton produit. Tant que tu connais bien ton produit, tu peux le différencier des autres et puis tu peux le mettre en avant, tu vois. Mais il faut se connaître, en fait. Il faut vraiment se connaître. C'est impressionnant parce que genre, tu me parles vraiment comme des entrepreneurs que des fois j'écoute, que je regarde. Et Ah ouais, je me ça. dis, est-ce que... Peut-être que je regarde les mêmes, c'est peut-être ça qui... Peut-être regarder même. Peut-être sûrement qu'on Ça. regarde les mêmes. Et je me dis, d'ailleurs, je voulais te poser la question aussi, est-ce que que ce soit à cette époque-là ou même maintenant, il y a des entrepreneurs que tu admires, que tu prends comme modèle ou pas du tout? Bon, en vrai, j'ai pas des noms Là, quand tu me poses la question comme ça directement, j'ai pas des noms où je me dis, waouh, ça m'intéresse de fou ce qu'il fait. Je suis passionné par ce gars-là. Je suis fan de ce gars-là. Mais par contre, c'est sûr que j'ai regardé beaucoup de témoignages d'entrepreneurs ou d'expériences qu'ils ont eues. Et tu sais, maintenant, même avec les podcasts et tout, je me tue tout le temps au podcast business ou marketing, communication et tout. Et tu as les expériences de plein d'entreprises. Et même si t'as pas la personne en elle-même qui raconte son histoire, tu as l'analyse de cette entreprise par d'autres, par des spécialistes et tout. Ouais. Et ouais, ça m'inspire à fond. Franchement, ça m'inspire à fond de voir des idées qui sont, tu sais, des personnes qui ont fait des choix qui, au moment où tu fais le choix, tu sais pas que ça va marcher. Mais ils se lancent, ils croient en leur truc et puis ils se disent, vas-y, tu sais quoi, let's go, on va à fond là-dedans et ça marchera peut-être un jour, tu vois. Parce Et qu'en vrai, franchement, je pensais à un nom. Mais après, Dis-moi. je me dis... Parce que maintenant, c'est un concurrent à toi. Tu vois, maintenant... Vas-y, dis-moi tout. Ah ouais, j'ai lu son bouquin. Lui. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, en je me plus, suis tu sais déjà de qui je veux parler. Tu l'as je lu? pense Phil Knight. Ouais, Phil Knight. Ouais, si, je me suis tué à son bouquin et tout, j'ai lu ça. Pour Et, ceux qui savent pas, et- pour ceux qui savent pas, du coup, Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Du Ouais. coup. Et qui a écrit un livre, du coup, Shoot Dog, je crois qu'il s'appelle. peut-être qu'il en a écrit un autre, mais c'est L'Art de la Victoire. Ah, C'est la l'art de version la anglaise. victoire, l'art de la victoire, c'est la même chose, mais en anglais, en français. Ok, excuse-moi. Je lis les livres en anglais. Mais du coup, ouais, parce que du coup, en fait, je vais pas te mentir, dans ma tête, je pensais vraiment que ça, c'était la Bible pour tous les mecs qui veulent lancer une marque, soit de textile, soit de chaussures. Toi, de ton point de vue, tu l'as lu le livre, je sais pas ce que t'en penses. Je l'ai lu, je l'ai kiffé. Franchement, j'ai Ouais. kiffé de fou. Mais je le mets pas forcément en dehors du lot, tu vois. C'est intéressant parce que c'est un concurrent direct et que c'est, en tant que créateur de chaussures, forcément, c'est une marque incroyable, tu vois. Nike, ils sont trop loin. Mais il y a beaucoup d'inspiration qui vient de partout, tu vois. Et ça se trouve, il y a un mec qui fait des lave-vaisselle qui peut t'inspirer de fou Ouais. malade parce qu'il a trouvé une idée de dingue pour faire ses lave-vaisselle, tu vois. Et même si Nike, ok, ils ont cette position-là sur le marché dans lequel je travaille, je les sors pas forcément du truc. La marque, moi, je la kiffe, hein, je vais être honnête, je trouve que l'histoire de Nike, elle est dingue. Mais quand tu regardes les histoires des autres marques, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'inspiration partout, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais je me dis, c'est un gros acteur sur le marché de la chaussure. Vous avez fait le choix de Ouais. venir sur le marché de la chaussure, et j'aimerais que tu reviennes sur ce choix. J'aimerais capter comment est-ce que... Parce qu'en vrai, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus facile. Hein. La chaussure, de se dire, je vais commencer par lancer une marque de chaussures, enfin un produit de chaussures, je me dis, c'est pas le truc le plus simple. Ouais. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce choix-là? En vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, au début, on cherchait pas un marché. Tu sais, il y a différentes façons d'entreprendre. Ouais. Il y a des personnes qui vont entreprendre et qui vont se dire, je cherche le business qui va me rendre riche, peu importe ce que c'est,
Encore une fois, je vais peut-être faire des lave-vaisselle, mais en tout cas, si je fais des lave-vaisselle et que je le fais bien, ça se trouve, je vais devenir blindé et je m'en fous de faire des lave-vaisselle parce que c'est un métier, je vais devenir riche, tu vois. Et il y en a d'autres qui voient le truc plus en mode, je vais faire le truc qui me fait kiffer et ce truc qui me fait kiffer, je vais faire de mon mieux pour que ça fonctionne et que ça me rende riche, tu vois. Je parle de riche parce que je pense que c'est souvent un petit peu l'objectif, tu vois. Il y a plein d'objectifs quand tu entreprends, être riche, être libre, être indépendant, avoir ton autonomie et tout, mais ça en fait partie, quoi. Et nous, on a fait le second choix, tu vois. On est vraiment parti dans un délire de ce qu'on kiffe. Et c'est vrai que je me rappelle d'une phrase de Wilson où il disait que ce qu'il avait envie, c'était de travailler dans un univers qu'il apprécie. Tu vois, par exemple, il se projetait souvent, il disait, mais Théma, après, on va aller voir des matchs, on va être dans un univers où on va aller checker des joueurs, on va être dans un truc qu'on kiffe faire tous les jours, tu vois. Travailler, ça sera même plus travailler, tu vois. Et il y a une phrase qui dit ça, je crois, ouais, si tu trouves le travail qui te plaît, t'auras plus jamais l'impression de travailler ou un truc comme ça. Et c'est vrai que on s'est retrouvés dans des situations où on a trop kiffé, tu vois, où on est en train de bosser, mais finalement, on est lui et moi, on est potes. Finalement, à la base, c'est ça, en train de bosser dans l'univers qui nous fait kiffer. Donc finalement, on est parti dans cette direction-là. Et tu te rappelles de la nuit exacte, enfin peut-être pas la nuit, mais du soir exact où vous avez pris la décision, où vous avez dit, bon allez, là on va faire on est parti. Ouais, je me souviens. Tu sais, Wilson, il est très moteur dans cette histoire de lay-up. Les personnalités, ça joue beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un conseil, quand on entreprend, il faut vraiment s'entourer et vraiment essayer d'aller chercher l'énergie positive des autres parce que ça fait vraiment du bien. Et l'énergie que Wilson il apporte dans le projet, c'est ça. C'est une énergie d'action, beaucoup, tu vois, qui nous a aidés. C'est tu sais, moi je pourrais réfléchir sur une idée pendant des semaines et tout, et me dire ouais, vas-y, on fait ça ou on fait ça et tout. Je réfléchis longtemps et tout. Après, je vais finir par faire un choix quand je vais être vraiment persuadé. Wilson, il fera son choix peut-être une semaine avant moi parce qu'il va se dire vas-y, let's go, on y va et puis on avisera, tu vois. Et c'est vrai que cette action-là, elle peut tout changer entre guillemets. Et c'est lui qui disait ouais, qui ferait bosser dans la paire de chaussures. Et c'était un jour au téléphone, on était posé comme ça, on avait plein d'idées, hein, franchement des idées on en avait la masse. Et après il y a eu cette idée si c'était pas une chaussure de basket, ça aurait été quoi? Je pense qu'on aurait été dans le domaine du basketball parce que en fait on en parlait spontanément du basket, tu vois, on était autour du basket, forcément autour du basket parce que c'était ça qui nous liait entre guillemets, tu vois. Donc après on est parti sur la chaussure, on aurait pu faire de la sape. Mais c'est vrai qu'on a choisi la chaussure parce que, pour un argument, d'ailleurs, c'est un peu, ça rejoint un peu ce que tu dis. Mais quand tu attaques un marché, en gros, tu regardes bien sûr ta concurrence, tu regardes comment ça se passe autour de toi. Et il y a un délire de quelle est la facilité d'accès à ce marché, tu vois. Ouais. Et plus l'accès à ce marché, il est compliqué, plus il est difficile, et plus tu mets de l'écart entre toi et les prochains qui vont venir, tu vois. Et c'est un peu ça le truc qu'on a choisi, c'est ok, on peut faire de la sape, ça va être entre guillemets plus facile d'accès pour nous de faire de la sape, mais si on fait ça, en fait les concurrents qui arrivent derrière, ils vont arriver en masse et très très vite, tu vois. Ok, on a l'argument d'être une des premières marques françaises à le faire et tout, etc. Mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose qui mette tout de suite un gap entre nous et les autres et que les autres ils se disent ouais mais comment ils ont fait en fait, tu vois. Et qui réfléchissent, qui perdent du temps à réfléchir à comment on a fait avant de pouvoir le faire, tu vois. Et voilà, c'est comme ça qu'on a. Et c'est comme ça que vous avez dit, il nous faut quelque chose qui directement va nous mettre à part de. Ouais, qui montre que directement on est des pros en fait, qu'on sait ce qu'on fait, tu vois, et qu'on attaque un marché sérieux et qu'on est tout de suite dans la cour des grands. Parce que mine de rien, des marques, tu sais, des marques de sape, il y en a des milliers. Des marques de chaussures de basketball, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup moins, tu vois. Et ça se compte en dizaines. Et tu rentres tout de suite dans la cour des grands en fait. Donc c'est un peu. C'est un peu ça, tu vois. Mais c'est bien, vous avez l'idée, c'est lourd. Ouais. Maintenant, il faut la faire, la paire. Donc, faut la faire. Donc, par quoi est-ce que vous commencez? Là, vous raccrochez, vous êtes au téléphone, vous raccrochez. Bon, ok, on fait une paire de chaussures. C'est quoi l'étape d'après, en fait? Le truc, c'est que, tu vois, encore une fois, tu commences dans l'entrepreneuriat, tu commences ton projet, t'as jamais... J'ai jamais fait de paire de chaussures avant. Je t'ai dit, je faisais des buckets, tu vois. Donc, j'ai jamais fait de paire de chaussures avant. Et encore, je les faisais même pas, c'était mon frère qui les faisait. Et du coup, bah, en fait, tu réfléchis, qu'est-ce que tu dois faire en premier pour faire une chaussure? Donc, tu te dis, bon, bah, je dois faire je sais pas, je dois avoir une usine. Tu vas avoir l'usine, elle te dit, ouais, mais t'as pas d'ingénieur pour faire ta chaussure. Donc, tu vas avoir un ingénieur. L'ingénieur, il te dit, ouais, mais t'as pas de dessin de ta chaussure. Donc, tu cherches un styliste, enfin, un graphiste, un designer. Donc tu vois, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu apprends, en fait, sur le tas. Et puis, tu te dis, bon, bah,
tout de suite, il me faut un designer. Donc, tu cherches ton designer. Là, tu te rends compte que ça coûte tant un designer et ainsi de suite. Donc, tu commences à prévoir tes plans, que ce soit des plans financiers, des plans d'investissement, etc. pour savoir combien ça va me revenir de tout de suite sortir une paire de chaussures. Après, tu découvres qu'une fois que tu as fait ta paire de chaussures, tu as dessiné ta paire de chaussures, tu la montres à ton ingénieur, tu la montres à l'usine, il la refait et tout machin. Là, tu te dis, ouais, mais la chaussure, elle est pas testée, elle va bien être portée par des gens, faut qu'elle soit conforme. Donc là, elle passe des tests. Donc, tu cherches des laboratoires pour la tester et ainsi de suite. C'est là que tu commences à découvrir petit à petit l'univers du truc. Et quand tu es tout petit, tu poses des questions, tu vois. Quand tu arrives auprès de l'ingénieur, tu poses des questions de vous avez déjà travaillé sur tel genre de projet et tout. Après, tu demandes au designer, après, tu demandes à l'usine, après, tu demandes au labo. Et petit à petit, tu commences à emmagasiner toutes les infos qui viennent de tous les coins. Et puis, tu deviens un professionnel, tu Et vois. c'est ça qui fait la différence entre, du coup, toi, si j'ai bien compris, hein, entre vous et du coup, tous les autres qui doivent se poser la question de comment je dois faire pour faire une paire. C'est tout ce truc emmagasiné, toutes ces informations. Ouais, parce qu'après, ça devient précieux, entre guillemets, parce que c'est ça ton expertise. C'est-à-dire que toi, tu as récolté toutes ces informations de toutes ces personnes-là, tu as travaillé, tu as fait tes propres recherches. Bien sûr, je parle d'un ingénieur, mais en fait, tu en as vu 10. Donc, les 10, ils t'ont communiqué des informations. Tu en as choisi un à la fin, mais finalement, tu as récupéré des informations. Laboratoire aussi, tu en as vu plusieurs qui t'expliquent que, ouais, faut que tu testes ça. Après, comme par hasard, tu tombes sur un mec super sympa qui va prendre 2 heures pour t'expliquer vraiment les détails. Et là, cette information-là, elle est super précieuse parce que les autres, ils l'ont pas, tu vois. Et pareil avec l'usine. Tu as travaillé avec 4 usines, tu as fait 50 prototypes avant d'avoir ta paire de chaussures finale. Donc, tout ça, c'est du temps, du travail et de l'information qui t'écarte des personnes qui viennent derrière toi, tu vois. Parce que du coup, je voulais te poser la question entre toi et Wilson, vous avez des qualités différentes. Et à quoi ça ressemblait la répartition des tâches? Dans le sens où, toi, tu vas t'occuper de ça, moi, je vais m'occuper de ça. Mais en fait, j'ai l'impression que la première année, peut-être même la deuxième année, c'était que de la recherche d'informations. C'était que ça, en fait. C'était contacter des gens. C'était ça? Beaucoup, mais c'est vrai que dès le début, quand même, on s'est réparti les tâches. Ah ouais? C'est-à-dire que Wilson et moi, tu vois, on a fait les mêmes formations, les mêmes études. Et du coup, tu vois, ça aussi, c'est un exemple, tu vois. Par exemple, il y avait un exemple de personnes dans notre cursus. Ils étaient 4 et ils avaient lancé un projet dans la food. Et c'était super intéressant, mais ils avaient tous les 4 le même profil. Et quand ils ont présenté leur projet ou qu'ils ont pitché, c'est une remarque qui leur a été faite. Tu vois, on était là, on avait vu, on leur a fait, ouais, mais vous êtes tous les 4 les mêmes, comment... Enfin, vous avez payé 4 fois... C'était quoi exactement leur profil? Ils étaient tous comment? Commerciaux ou dans un truc comme ça. Il n'y avait pas un mec qui voulait toucher... Il n'y avait pas d'ingé, il n'y avait pas de graphiste, il n'y avait pas de truc. Et du coup, super intéressant. Mais nous, comme on avait acquis cette expérience de ce qui leur est arrivé, on s'est dit, ouais, il faut forcément qu'on se donne des responsabilités tout de suite, qu'on se divise et qu'on se spécialise chacun dans notre truc pour qu'on soit complémentaires et pas qu'on ait le même profil et que finalement, dans 2 ans, on se rend compte qu'on est la même personne et que quand on se présente devant des investisseurs, toi et moi, c'est une personne en 3 à payer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, on s'est spécialisé dès le début. Lui, il s'est concentré sur tout ce qui va être stratégie d'entreprise, relations avec les fournisseurs, les achats, tout ce qui va être marketing, etc. Et moi, je me suis concentré sur tout ce qui va être esthétique, en fait, tout ce qui va être visible. Donc, ça va être la communication. C'est pour ça qu'on me voit sur là, par exemple. C'est pour ça aussi que j'étais en charge de la partie design, de la partie esthétique de notre site internet, ou tu vois, tout ce qui va être visible de notre marque, tu vois. Et après, d'autres trucs, mais par exemple, qui sont pas visibles, mais ressources humaines, les trucs gestion de nos équipes et tout. Donc voilà, donc on s'est tous les deux donné des responsabilités. Pour bien sûr, on continue de bosser ensemble à 100% et on a tous les deux un regard sur l'intégralité de l'entreprise, puisqu'on a toujours été divisé parfaitement ce qu'on a, enfin l'entreprise. Mais par contre, on s'est spécialisé de manière à être complémentaires et à être tous les deux une force dans nos domaines. Franchement, ça a été malin d'avoir la jugeote déjà à l'époque, de se dire, même si vous n'avez pas encore mis un pied dans l'entrepreneuriat, de se dire, faut qu'on se spécialise chacun de notre côté. Et tout à l'heure, du coup, tu parlais des étapes pour faire une paire de chaussures. T'allais un peu vite. Je vais revenir au premier. C'était le design, si j'ai bien compris. Le design, ouais. Le design, c'est... Enfin, est-ce que vous avez connu déjà des mésaventures dans le design de la première paire? Puisque du coup, la première paire qui sort, c'est la Revo. Ouais. Et vous avez mis combien de temps à la faire environ? De la sortir du jour où vous l'avez pensé jusqu'à la sortie, vous avez mis combien de temps à peu près? On a pris, je pense, 3 ans, ouais. 3 ans. 3 ans. Et le design, par exemple, si on se concentre sur le design, ça a pris combien de temps? Et c'est quoi les mésaventures que je vais rencontrer, par exemple, si je veux faire une chaussure de basket? Alors, je te demande pas de donner tout le game. Tu me fais donner non, t'inquiète, je te dis, moi, avec plaisir, je te partage. Comme ça, demain, on sera concurrents. Avec plaisir.
Et non, la première chose déjà, c'est déjà trouver un designer. Je sais pas si tu connais un designer de chaussures déjà tout de suite, Non, vraiment pas. mais moi j'en connaissais pas. Et c'est ça le truc, c'est que faut que tu construises tout. C'est-à-dire que t'as rien et t'as pas d'argent non plus, tu vois. Et en fait, tu peux tomber sur un designer qui va te dire bon bah je te fais ta paire de chaussures pour 100 balles, et tu vas tomber sur un autre qui va te dire bah je te fais ton design pour 30 000, tu vois. Et nous c'est notre cas. On est tombé sur un panel de prix qui est immense, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ça le premier travail, c'est chercher la personne. Déjà, c'est ça la première mésaventure, c'est trouver le bon gars. Et nous, je t'avoue que chez Layup, on a une mentalité qui est très pirate, tu vois. On est en mode, faut qu'on trouve le moyen d'être le plus efficace que possible. Notre monnaie d'échange, c'est notre énergie et notre temps, tu vois, et la force qu'on va mettre dans le projet. Mais à cette époque-là, on n'avait pas de moyens financiers à mettre dedans, tu vois. Donc on a commencé à faire vraiment le tour de tous les designers, que ça soit sur les sites, que ça soit sur dans les écoles, que ça soit partout, tu vois. Et on a cherché. Et on a fini par trouver un gars qui était... plusieurs personnes, d'ailleurs, on a trouvé plusieurs personnes, on les a tous interviewés, des entretiens, des trucs et tout savoir. Et au début, on avait choisi 2 personnes. Ouais. Et c'est vrai que on est tombé sur 2 personnes, et un qui était un petit peu dans le même délire que nous, dans la même mentalité, tu vois. Le mec, il est passionné de basket, il est passionné de design, donc il est chaud, tu vois, il est déter. Et à côté, un autre gars qui design, qui est sympa, mais qui est pas dans la mentalité entrepreneuriale. Et en fait, c'est là quelle est la différence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, tu vois, par exemple, le premier, je lui dis, bah, vas-y, va, on bosse sur le design, il est chaud. Il me dit, bah, tu sais quoi, je t'envoie ça ce soir. L'autre, il me dit, sa réponse, c'est, ok, bah, super, merci pour les infos. Courant de semaine prochaine, je te rappelle pour savoir si on avance. Et tu vois, en fait, c'est ça la différence dans la mentalité du truc. C'est que nous, on était à fond dedans. Après, lui, il a ses trucs à faire, c'est normal, tu vois. Mais nous, on était à fond dedans. Et lui, il avait de la distance par rapport au projet. Et c'est ça le premier truc qu'on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on fasse gaffe à qui on choisit. Il faut qu'il soit dans la même mentalité que nous et qu'on soit sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est la vitesse d'exécution, c'est la piraterie, en fait, c'est ça. Plus ou moins, dans le sens ouais, en fait, c'est l'énergie que tu es prêt à mettre, tu vois. C'est ça, en fait, ouais, c'est ça. C'est ce que j'entends par le mot piraterie, c'est l'énergie que tu es prêt à dépenser pour un projet qui te passionne. Carrément. C'est ça. C'est quand les mecs, ils nous disent, ouais, il y a un événement ce week-end, par exemple... après, c'est pas pour faire genre on est trop chaud, tu vois. Mais en vrai, quand on nous disait, ouais, il y a un événement à Caen samedi, et le soir, enfin, le lendemain matin, il y a un événement à Toulouse, et qu'on arrivait à être aux 2, et qu'on arrivait avec tout notre stand et tout, charger la voiture comme des malades et tout, et qu'on roulait toute la nuit, et que finalement, le lundi matin, on bosse, parce qu'à cette époque-là, on travaillait encore, et qu'on arrive lundi à 5h du matin, lui rentre à Rouen, et moi, je rentre à Paname, et qu'en fait, on n'avait pas dormi pendant 48 heures, et ben, on se sentait quand même... on avait l'impression de mettre quand même du cœur à l'ouvrage, tu vois. Et je pense que c'est des petites étapes qui font la différence quand même. Donc là, tout à l'heure, on parlait du design. On a dit que le design, vous avez trouvé un designer qui a fait le job. Ouais. Du coup, finalement, vous avez fini par bosser avec lui, du coup, j'imagine. Ouais, complètement. Et après ça, c'est quoi l'étape qui vient? C'est quoi l'étape d'après? Après, tu rencontres des ingénieurs. Et eux, en fait, ils passent du dessin. Tu sais, c'est par exemple, bah, je le savais pas, tu vois, mais ils passent du dessin à l'industrialisation du produit. C'est-à-dire que avoir un dessin, c'est bien, mais il est à plat, tu vois. Ouais. L'ingénieur, il fait en sorte que ton produit, en termes de dimension, en termes de toutes les infos qui sont nécessaires à ça, c'est des infos super techniques que moi, personnellement, je connais moins, puissent être réalisées par une usine, tu vois. Et l'usine, elle a une manière de communiquer que le designer, il ignore, tu vois. C'est l'ingénieur qui va être capable de dire bon bah ça c'est tel matériau, ça a telle réaction, ça ok tu veux le mettre mais ça en fait tu peux pas parce que ça va casser, etc. tu vois. Et c'est là que tu apprends la faisabilité de ton projet, tu vois, parce qu'en fait tu peux dessiner n'importe quelle paire de chaussures, ok elle est belle, l'impression qu'elle est cool, mais en fait elle est pas mettable, tu vois, et elle est pas faisable. Et c'est ça que je me dis, c'est qu'il y a en fait, tu me dis si je me trompe, hein, ouais, mais en fait le dessin, le premier design, en fait c'est plus une vision vers laquelle tu tends, mais ça va peut-être pas ressembler à ça au final. Ouais, c'est évolué, c'est sûr. En fait, en fait, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires, que ce soit le designer, ensuite il y a l'ingénieur. Tu m'as dit après avec quoi? Après il y a l'usine. Il y a l'usine directement. Il y a certainement des laboratoires de tests et tout. Et après ça dépend aussi de ton projet, de la dimension de ton projet. Tu vois, si par exemple on retourne chez des marques type les Nike et tout, le designer qui est chez Nike, si ça se trouve, il est assez chaud pour connaître la réaction de chaque produit, chaque matériau, pour qu'il puisse communiquer directement avec l'usine et tout, tu vois. Donc, ça dépend aussi de certaines choses, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, pour nous, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Donc, ça veut dire, là, on passe de
la modélisation du coup de la paire, on dit, ok, bah, elle va ressembler à ça à peu près. Ouais. Il n'y a pas de production qui est faite. Vous dites pas, bon, ah, parfait, on a de la modélisation, allez, on fait 300 paires. Non, D'abord, il y a quoi comme étape? tu fais des maquettes. Tu fais des ok. maquettes et surtout, tu sais, les usines, elles sont à l'étranger. Elles sont en Ouais. Chine, les usines. Ouais. Et rien que ça, tu vois, c'est un truc, moi, je parle pas chinois. T'as pas fait chinois J'ai fait chinois, mais je parle pas chinois. Je connais des petits mots, mais j'ai tout perdu, tu vois. Et d'ailleurs, j'aurais dû être plus assidu maintenant, j'y pense. Non, mais laisse. Et tu vois, du coup, t'arrives en face, au téléphone, il parle anglais, mais toi, ton anglais, bon, moi, j'ai appris l'anglais, donc je parle anglais, mais c'est un anglais de quelqu'un qui a appris, tu vois, je suis pas bien, enfin, je suis pas natif. Et eux non plus, tu vois. Donc, et là, t'es en termes techniques. Donc, t'essayes de te faire comprendre, ouais, je veux ça et tout, machin. J'ai pris 3 semaines avant de lui dire que je veux telle couleur, que ça soit un fondu, que ça passe comme ça et tout, tu sais, parce que c'est compliqué, en fait, d'expliquer. Il y a des trucs, il comprend pas et tout. Et puis, en plus, il y a un décalage horaire de fou malade, donc t'es obligé de lui parler la nuit. Faut que tu sois discret, tu chuchotes parce que ça dort chez toi et tout. Non, c'est n'importe quoi, tu vois. Et du coup, voilà, donc on fait ça. Et tu te rends compte que ouais, il y a vraiment une manière de communiquer avec eux. Et quand tu la maîtrises, tu commences par faire des prototypes. Tu fais des maquettes, d'abord une première maquette. Après, tu fais des protos. Et en fait, le proto, il est loin du dessin. Donc, tu as un premier prototype, tu renvoies un dossier avec toutes les corrections. Parce que du coup, le premier truc qu'ils vont vous envoyer, de toute façon, quoi qu'il arrive, même sur la Revo 2, j'imagine peut-être c'était pareil, ça a rien à voir avec ce que vous aviez imaginé. Bah, il y a 2 raisons pour lesquelles ça ressemble pas. La première, c'est que eux, ils font le prototype comme ils l'ont compris. Mais comme nous, notre dossier, il est peut-être pas assez précis ou quoi que ce soit, Ouais. bah ils visent comme ils peuvent. Après, on ajuste. Et après, il y a le côté, entre guillemets, toi aussi, tu sais, t'as besoin d'un retour. Tu reçois le prototype et tu te rends compte que ah, c'est bien, mais en fait, c'est pas exactement ce que je veux. Attends, je vais ajuster. Et là, t'ajustes, tu vois. Donc ouais, dans les 2 sens, il y a des trucs qui améliorent et qui évoluent, tu vois. Et des allers-retours comme ça, t'en as eu combien à peu près? Par exemple, pour la Revo 1, t'en as eu combien? Pour la Revo 1, franchement, ça se compte en dizaines. Hein. Ah ouais, quand même. Des protos, j'en ai plein. Hein. Et ça, j'imagine que des protos, ça coûte de l'argent, de faire des protos. Ça coûte plus cher qu'une paire de chaussures, en tout cas. C'est que de faire une seule paire, ça coûte plus cher que... Tu t'en as fait... Attends, par prototype, tu dois payer le prix d'une paire de chaussures, non? En gros, un prototype, ça coûte... En gros, une usine, comment ça fonctionne? C'est des lignes de production. Donc, une usine, elle gagne de l'argent à partir du moment où elle arrive à te faire de la quantité. Tu vois, elle ouvre une ligne de production. Si elle t'en fait 100 000, bah là, elle va faire du bénéfice sur le truc. Okay. Mais plus elle réduit les quantités... C'est la ligne qui rapporte l'argent, quoi. C'est la quantité qui rapporte l'argent, en fait. C'est des économies d'échelle. Mais si elle te réduit les quantités, bah c'est de plus en plus cher. Donc, si tu veux un prototype, donc une seule paire, bah ça te coûte plus cher, tu vois. Mais après, tu le négocies. Ouais, bon, bah, je le paye pas tout de suite. Tu le mets dans le prix de quand j'achèterai toutes les paires et tout, machin. Donc, tu vois, tu essaies de jouer avec ta trésorerie, comment tu peux et tout. Mais ouais, ça coûte plus cher qu'une paire de chaussures unique dans la production, tu vois, c'est sûr. Mais je voulais te demander, pendant cette période-là, est-ce que vous aviez des... Parce que du coup, vous êtes toujours tout seul. Vous êtes en train d'apprendre et en même temps, vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont épaulé, qui vous ont dit, qui ont de l'expérience dans le domaine et qui vous ont dit, bon, bah non, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Ou alors c'était vraiment juste vous et l'échange. Je voudrais pas dire non, tu vois. Et puis après, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, il me dit, ouais, mec, je t'ai aidé. Honnêtement, les personnes qui nous ont aidés, c'est les personnes qu'on a été chercher, tu vois. Comme je te dis, les partenaires, les trucs et tous les personnes avec qui on a bossé, bah forcément, ils nous ont aidés, ils nous ont transmis leurs connaissances. Après, tu sais, tu poses beaucoup de questions à ton entourage. Wilson, il est très comme ça, tu vois. Il pose beaucoup de questions à son entourage, pas forcément pour apprendre, pas forcément pour... c'est parce qu'ils ont une compétence spécifique dans un domaine, mais pour s'enrichir du point de vue des autres. Alors que j'avoue que moi, j'ai moins ce réflexe-là. Je suis du genre à essayer de le mijoter dans ma tête à moi. Et après, de temps en temps, je pose la question aux autres. Mais lui, il inclut beaucoup son entourage proche pour vraiment s'inspirer de tout ça. Mais ouais, on a l'aide du quotidien, tu vois, des personnes qui te soutiennent, mais compétences, techniques et tout, moins. Moi, c'est vraiment ça que je voulais demander, c'était niveau expertise. En fait, c'est vraiment, c'est toi et Wilson. Ouais, c'est toi et après, je connais personne qui avait fait de chaussures avant, tu vois. Donc, en vrai, non, c'est nous. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des... Vous avez senti des... Parce qu'en vrai, vous arrivez, vous êtes petit, vous êtes petit dans le game, genre à l'époque où vous avez lancé la première Revo 1. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont... des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Même que ce soit au niveau de... Tu sais, je sais pas, des usines un petit peu frauduleuses qui vous sont pas forcément... qui sont pas forcément carrées avec vous, ou des fois qui vous...
qui vous font poireauter ou des trucs comme ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou Ouais, pas? bah, tu sais, quand t'es un tout petit, les gens, ils te respectent moins, tu vois. C'est ça. Les En gens, fait, ils c'est te plus question respectent pas, tu vois. de non-respect plutôt que. Ouais, plus ça, plutôt que il y a personne qui a perdu le temps à se battre contre nous en mode c'est Ouais, je des tout sais. petits, ils s'en fichent, tu vois. Donc à ce moment-là, non, pas vraiment. Après, on voit bien qu'il y a des personnes où tu sais, tout le monde a ses propres intérêts. Tu vois, moi, je suis à fond dans mon projet et tout, je veux qu'il fonctionne, je demande à des gens. Le mec qui répond pas, c'est parce qu'il a ses propres intérêts qui sont autre part et qu'il répond pas parce qu'il est occupé sur ses trucs et lui-même il parle à quelqu'un qui lui répond pas et Ouais, c'est ainsi de ça. suite, tu vois. Mais C'est la chaîne mais des en gens qui se vrai de répondent pas, vrai, genre. non mais laisse. Mais non, c'est pas. Je pense pas, c'est il y a pas quelqu'un qui nous a fait du mal consciemment, tu vois. Ouais. Après, chacun ses intérêts, tu vois. Et puis c'est juste du business, tu vois. Donc chacun essaie de sortir son épingle du jeu, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu te rappelles du premier jour où tu as reçu la Revo et tu t'es dit, ouais, c'est ça. Bah, au final, Ouais, c'est ça. ouais, fort. C'était comment? En vrai, je trouve que la sensation, j'étais. Tu sais, en fait, la marque, maintenant, en fait, tu sais, quand tu lances une marque comme ça, arrivé à un certain moment et que tu sors ton produit, il est public, il appartient à tout le monde. C'est comme, je sais plus quel rappeur qui disait ça, il a sorti son album, maintenant il appartient à tout le monde une fois que l'album est sorti, tu vois. Et j'avoue que je kiffais encore la période où ça nous appartenait que à nous, tu vois. Ça restait notre projet à nous, on était dans notre coin, tu sais, on dirait c'est des chimistes, tac tac, on fait notre paire. Et ça appartenait à Wilson et moi. Et quand on a reçu la paire, la première fois qu'on l'a reçu, qui était ce qu'on appelle un master sample, c'est le dernier prototype Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a, avant la production. il y a une limite de prototype ou c'était juste. Ta limite, c'est combien t'en payes, tu vois. Ok. Et puis aussi, des fois, au bout d'un moment, l'usine, elle va te dire, bon, bah, ça fait tant de temps qu'on est sur le projet. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose, tu vois. Donc, vous, c'était en termes de trésorerie, genre, bah, là, c'est le Master Sample, c'est le dernier qu'on va faire. Bah, aussi parce qu'on était très proche de ce qu'on voulait et aussi parce que, bah, après, ça, c'est une question commerciale, je dirais. Mais tu sais, ton produit, tu veux le sortir, admettons, à une certaine période de l'année. Ouais. Si tu loupes le coche, bah, c'est l'année d'après, tu vois. Et nous, on a loupé le coche 2 fois, donc, au bout d'un Ah ouais, moment, d'accord. faut le sortir, tu vois. Ok. Et là où je veux en venir, c'est j'avoue que la première fois que j'ai eu le master sample dans la main, je l'ai reçu. Et je me suis dit, putain, mec, on a quand même fait une paire de chaussures, tu vois. Et j'avoue que là, on était chaud, on s'est dit, c'est lourd, tu vois. Et bon, moi, à ce moment-là, je vais déjà sur le terrain jouer avec ma propre paire, tu vois. Ah ouais. Et Le flex de fou. tu vois, mais le flex, c'est que pour moi, parce que les autres, ils savent pas c'est quoi. Mais, Non, mais quand même, ça te demande, dans mais ma c'est quoi tête, ta paire? ouais, de ouf. En plus, elle était bien blanche et tout, donc les gens, ils se disaient, c'est bizarre et tout. Mais ouais, à ce moment-là, j'étais en mode, ouais, je suis content, on a créé quelque chose, tu vois. Et j'avoue, cette satisfaction-là, bon, je l'ai ressenti après, mais à ce moment-là, je crois que c'est la fois où je l'ai senti le plus fort, où j'étais vraiment content. On a réussi à passer d'une idée à un produit réel. Après, qu'ils se vendent ou qu'ils se vendent pas, j'avais le sentiment d'avoir abouti à un truc, tu vois. Donc, Mais j'étais on content. va en parler du coup de la vente et surtout de la production en fait. Moi, Mhm. c'est plus sur ça que j'aimerais me concentrer dans le sens où maintenant que vous avez le produit, il faut le vendre. Ouais, de ouf. Du coup, vous avez, si j'ai bien compris, vous avez choisi de d'abord le vendre et ensuite de produire dans l'idée. Ouais, exactement, c'est vrai, en tant que tu le dis. Donc, quel choix déjà s'offrait à vous pour la production de la paire et qu'est-ce que vous avez sélectionné Bah pour la production, encore une fois, tu vois, quand tu es tout petit, enfin quand tu débutes et que tes investissements financiers sont limités, il y a des choix à faire. Et en effet, les opportunités que tu as devant toi bah, sont limitées par tes ressources. Et c'est vrai que nous, on cherchait une usine qui était capable de nous accompagner sur des quantités qui nous intéressaient et qu'on était capable d'investir. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est paradoxal, c'est que tu vas investir dans un produit que t'as pas encore vendu. Tu sais pas encore s'il se vend. Et surtout, tu vas investir de l'argent dans un produit que tu vas avoir besoin de stocker. Donc, tu vas avoir besoin d'argent aussi pour ça. Tu vas avoir besoin de le vendre. Donc, tu vas avoir besoin de communiquer. Donc, tu vas avoir pas mal de frais qui vont s'ajouter. Et le produit n'est pas encore vendu. Donc, t'as pas encore fait d'oseille, mais tu es déjà en train d'investir beaucoup d'argent. Ouais. Et en fait, il y a un espèce de risque dans le sens où si ça marche bien, eh ben, faut que j'ai plein de chaussures. Mais en fait, si ça marche pas, si j'ai pris plein de chaussures, je suis encore pire dans l'embarras que si j'avais pris un petit peu moins, tu vois. Donc, on avait besoin d'une usine qui était capable de nous accompagner sur les quantités qui correspondaient à notre besoin. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment le critère numéro 1, en tout cas un de nos premiers critères, pour pouvoir choisir notre usine. Et voilà. Au niveau du choix de l'usine, c'est quoi au niveau du choix de l'usine, c'est quoi comment est-ce que tu tapes juste usine paire de chaussures sur Ça, Google? c'est un truc de malade. Et ça, C'est quoi? justement, c'est quand je te disais, ouais, les trucs qui t'écartent du mec qui arrive derrière toi, Ouais. ça, c'est un truc de fou. Ah ouais. C'était le taf de Wilson, je te cache pas. mais trouver une usine basée en Chine, bah, et tu peux essayer, hein, taper usine Chine, tu vas pas trouver. Donc, c'est beaucoup de recherches. Les termes, bah,
Des fois, il faut chercher dans d'autres langues, tu vois. Et je t'ai déjà dit, je parle pas chinois. Donc, tu vois. Wilson, il parle pas, Wilson n'a pas des notions en non, il n'a pas de mandarin, notion. rien. Je crois qu'il allait en Chine en plus. Ah ouais. Mais ouais, il y a des, enfin, quand il était jeune, il y a des, ouais, il y a des techniques pour trouver et tout. Mais c'est un boulot de ouf. Et puis surtout, t'appelles une usine en Chine. Allô, bonjour, je veux faire une paire de chaussures. Enfin, je veux dire, c'est un combat, tu vois. Donc, ouais, la prise de contact, la mise en relation, ça prend des semaines, des mois, tu vois, parce que c'est un truc qui est complexe. Et puis, encore une fois, tu sais, le mec qui reçoit un mail, un mec de l'autre bout de la planète qui dit, ouais, je veux faire une paire de chaussures. Bah, avant de répondre, il va prendre son temps, il a plein de projets à faire après. En fait, je pense, même là, tu me l'expliques, hein, mais en fait, je pense, je me rends pas compte de la quantité de travail et de temps que ça nécessite, en fait. C'était un peu de taf, ouais, je te cache pas. Mais encore une fois, le fait d'être deux, ça aide vraiment. Ouais, et surtout dans le même délire. D'être deux dans le même délire, on se soutient, on rigole et tout, ça bombarde et tout, on est là la nuit, bam, on taf, on est au téléphone en même temps, on rigole. Non, franchement, c'était des bons souvenirs. Parfait. Mais là, vous rentrez dans la période où ça devient sérieux, dans le sens où il faut vendre la paire. Ouais. Du coup. Et c'est la question que je te posais juste avant. Du coup, quel choix vous avez fait pour la production de la chaussure? Enfin, pour financer la production de la chaussure. Voilà, c'est ça la question. Ok. Bah, sur ça, je crois que tu me demandais quelle usine on avait choisi. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avait choisi l'usine. Mais ouais, sur le choix de comment financer la chaussure, on est parti sur du crowdfunding. Crowdfunding qui est en fait ce qu'on appelle financement participatif. Je trouve pas ça très clair non plus comme terme, mais en gros c'est trouver un moyen pour faire financer ton projet par le public, par d'autres personnes. Et nous c'est ce qu'on a fait. Donc il y a différents types de financement participatif, mais en tout cas nous ce qu'on a choisi c'est la précommande. Donc on a mis notre produit et notre projet en ligne sur un site spécialisé dans ça. Et le concept du truc c'est t'as une certaine durée, nous c'était 40 jours, pour vendre une certaine quantité de ton produit. Nous, c'était 80 paires. Et le truc, c'est, si tu atteins les 80 paires, eh ben, tu prends l'argent et puis tu peux utiliser cet argent comme financement. Et comme ce sont des précommandes, une fois que tu reçois la paire de chaussures, tu peux livrer tes clients. Mais si tu n'atteins pas les 80 paires au bout des 40 jours, admettons tu fais 78, 79, là, tu dois rembourser toutes les personnes qui ont investi, tu vois. Et c'est une super alternative, en vrai. Enfin, c'est une super alternative dans le sens où, en vrai, je trouve que c'est une manière super intelligente de financer un projet. Franchement, c'est un bon concept. Et puis, bon, maintenant, ça existe depuis longtemps, mais je pense que ça a permis de faire exploser des vrais concepts, tu vois, des concepts de fou. Et nous, tu sais qui a trouvé l'idée? C'est toi qui as trouvé l'idée? Du crowdfunding? Bah, ça existe. Bah, tu vois, par exemple, ça fait partie de ce que tu apprends à l'école, tu vois. Ah, ok. Nous, moi, quand j'arrive, et qu'on lance un projet, on sait, lui et moi, que le crowdfunding, ça existe. Alors que quelqu'un qui se lance aujourd'hui, demain, si ça se trouve, il n'a pas cette information-là. Et qu'encore une fois, la plus grosse richesse, comme je te disais, c'est vraiment l'information. C'est ça qui fait l'écart entre toi et les autres, c'est si tu as une info que les autres n'ont pas. En fait, c'est ça qui est plus précieux. Et du coup, donc on fait ça. On fait ce type de financement. Et en fait, on explose le stat de ouf. Donc nous, on se dit quoi? On veut 80 paires pour financer le projet. On sait qu'on a besoin de 80 paires. En réalité, tout est stratégique. On sait à ce moment-là qu'on a besoin de plus que 80 paires. Mais on sait qu'on a besoin pour financer le projet d'à peu près 120 paires peut-être. Pourquoi tu dis que tu savais que tu avais besoin de plus de 80 paires? Parce que je sais que vendre 80 paires, ça va me rapporter une certaine somme d'argent, mais c'est pas suffisant pour financer le projet. Je sais que j'ai besoin d'en vendre 120 dans la réalité. Ok, il manque un peu plus. Mais nous, ça, la plateforme, il le savait pas. Non, la plateforme, ça c'est juste entre Wilson et moi. Okay. Mais le truc, c'est que on sait que vendre 120 paires, c'est peut-être qu'on va pas l'atteindre, tu vois. On se dit 80 paires, on peut récupérer l'argent. Si on fait 120, si on dit 120 et que finalement on n'arrive pas à atteindre les 120, on peut pas récupérer, tu vois. Donc on met 80 et on se dit mais par contre on va se tuer, on va essayer d'exploser les stats. Et finalement on a fait 175. Donc on a vraiment tué le truc. Et on a fait 216% de l'objectif. Et du coup ça a permis de financer le projet un peu plus, quoi. Parce que là, du coup, j'ai fait la fouine, encore une fois. J'ai regardé les interviews, parce que là, j'aime bien comment tu le présentes, mais c'était un peu plus tumultueux. Ouais. Non, franchement, c'était une galère. En vrai, tu peux le dire. Non, c'était un combat. Parce que déjà, j'imagine que quand tu annonces 80 paires, est-ce que toi, à cette période-là, est-ce que tu es confiant sur le fait que là, demain, tu peux vendre 80 paires de chaussures? Là, aujourd'hui, là? Non, pas là aujourd'hui, mais à l'époque. Non, pas du tout. Je suis pas confiant parce que je l'ai jamais fait, tu vois. Je l'ai jamais fait et du coup, comme tu l'as jamais fait, tu te dis, t'as pas de notion, t'as pas une bonne perception. Nous, quand tu veux te projeter sur un projet alors que t'as pas d'expérience ou d'antécédents, t'essayes de réfléchir à quelles sont les notions
ou les ressources que j'ai qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Mais en fait, ça se passe en mars 2020. Du coup, Wilson et moi, on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre projet, c'est du 4 mars au 4 avril, je crois, 5 mars au 4 avril, je crois, la date officielle. Quand même, c'était c'est ça. pas beaucoup hein, de C'est temps. court, en C'est vrai. court. Hein. Et c'était peut-être jusqu'au 10 avril. Et du coup, on se dit, là, on fait la liste des matchs importants qui se passent en France à ce moment-là, tu vois. Et on se dit, on va faire le tour des matchs et on va aller partout avec notre prototype et on va aller vendre la paire. On va dire, ouais, nous, on veut ça. On a des matchs à Lasvel, des matchs dans le sud. Enfin bref, on a des matchs un peu partout, même à Paris. Et on a un bon road trip, tu vois, sur tout le mois de mars 2020. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que mars 2020, Covid. Donc tout le monde est au courant, tu vois, les anciens savent. Covid en mars 2020, tout le monde confiné chez soi et tout. Et nous, on est choqués, tu sais, on se dit, waouh, notre projet là, il tombe à l'eau, tu vois. Et contrairement pour beaucoup de personnes, nous, ça a été une force. Parce qu'on s'est retrouvés chez nous et on s'est retrouvés dans une situation où on sait que tout le monde est chez soi, tu vois. Et si t'es chez toi et que je t'appelle, bah, tu décroches, tu vois, t'es pas au boulot, je sais que t'es pas au boulot, donc tu vas pas me mettre de douille. Et du coup, on a appelé tous les gens qu'on connaissait, tu sais, quand t'as fait du basket, t'as fait 3-4 clubs, Woodson, il en a fait plein, enfin, c'est pas qu'il a fait beaucoup de clubs, mais il a connu beaucoup de gens dans le basket, t'appelles tous les gens que tu connais, et là, bah, les gens, ils sont au courant, tu leur présentes ton projet, tu dis, ouais, on a un projet, on a une paire et tout, en précommande, est-ce que tu prends la paire? Wilson, il a un réseau de basketteurs qui est vraiment costaud, et du coup, ça a permis de vendre pas mal de paires. Et moi, j'ai un réseau de proches et de famille qui est costaud et qui m'ont permis de vendre pas mal de paires aussi. Et du coup, on a commencé comme ça. C'est ça notre première source de financement. Ok, parce qu'en plus, je te posais la question, je voulais te poser la question, je vais te demander, mais comment tu fais pour... Parce que comment tu fais pour, au début, vendre des 80 paires, du coup, vu qu'il y a personne qui peut la tester, il y a personne qui... Enfin, tu fais de la vente notamment au téléphone, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais téléphone. À ce moment-là, tu vends pas encore la paire de chaussures, tu vends le projet. Tu vends le projet, ok, d'accord. Tu vends le projet, tu vends le soutien du projet, tu vends tout ça. Et le crowdfunding, c'est une courbe, enfin, la courbe de vente, c'est tout le temps la même. En tout cas, la plupart du temps, c'est la même sur les projets qui sont financés comme ça par le public. T'as une courbe qui monte dès le début, où les gens voient le projet, il y en a beaucoup qui sont intéressés, il y a plein de personnes qui ont cette mentalité-là de je vois, j'achète, tu vois. Alors qu'il y en a plein qui voient que bon, bah, c'est le début, il reste 40 jours, j'achèterai peut-être avant la fin, tu vois. Ouais. Et du coup, t'as une courbe, un pic comme ça, et après ça chute, t'as 10 jours, 15 jours où il se passe rien, et après à la fin, t'as des achats. C'est quoi les 3-4 derniers jours, ça monte de ouf. Et nous, dès le premier pic, on a commencé à être confiants parce qu'on a vu qu'on avait atteint les 60, 70, tu vois. Ah oui, d'accord. Et on s'est dit, ah ouais, vas-y, on a atteint les machins. L'objectif officiel, c'est 80. On savait qu'on allait l'atteindre. Par contre, on voulait atteindre les 120. Et après, ça a commencé à chuter. On a eu une grosse période à vide. Et après, on a pété la fin. Tu vois. Et c'est quoi, toi, tu te rappelles des appels que tu passais? Comment est-ce que ça ressemblait à quoi ton pitch Bah, en vrai, tu peux nous le refaire. Si là, je suis au téléphone, tu me dis quoi? En vrai, je te cache pas que, comme je te dis, moi, de mon côté, c'était très mes proches, tu vois. Ouais. Et le pitch, il était même pas à faire parce que c'est un truc que je leur pitchais depuis des semaines et des mois, tu vois. Ouais, j'attendais pas le crowdfunding, j'ai pas attendu la période pour leur dire. Ça faisait des semaines que les gens ils me disent, bon, bah, tu me tiens au courant quand le crowdfunding il se lance pour que je puisse prendre ma paire. Et c'est pour ça que le pic du début, c'était notamment, tu sais, moi, dans mes proches, ils attendaient minuit, je vais être le premier à prendre la paire, tu vois. Et franchement, j'avoue, de mon côté, j'ai eu un soutien de ouf et là-dessus, ouais, je suis trop content. D'ailleurs, je dis de mon côté, mais de notre côté à tous les deux, du côté de Woodson aussi. Et vous arrivez à la période où vous débloquez les fonds. On est quoi, du coup, fin avril? Enfin, non, début avril, c'est ça? Ouais, mi-avril, on va dire. Mi-avril, vous débloquez les fonds. Et comment ça se passe, du coup, par la suite, en fait? Comment est-ce que tu appelles l'usine, tu leur dis, c'est bon, on a l'argent, allez-y, envoyez la paire, en fait, comment ouais, bah, c'est à peu près ça. En vrai, c'est à peu près ça, dans les grandes lignes. Le truc, c'est que, un détail qui est important, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le moment où tu sors ta paire de chaussures, c'est fondamental, tu vois. Et nous, on voulait la sortir pour l'été. Parce que dans le monde du sport, du chaussure de sport, beaucoup d'achats, c'est un domaine qui est très saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'achats fin août, mi-septembre, début jusqu'à septembre, octobre, tu vois. Parce que c'est le début de la saison, les gens, ils achètent leur paire et tout. Et donc ça, c'est vraiment le gros pic de l'année. Et nous, on voulait à tout prix que notre paire sorte à ce moment-là. Et malheureusement, elle est sortie un petit peu plus tard. Elle est sortie fin septembre, début octobre. Et en fait, le truc, c'est... encore une fois, tu fais des choix par rapport à tes ressources, par rapport à tes moyens. Ta paire, tu peux la faire livrer chez toi, en avion, tu peux la faire livrer en bateau, tu vois. Et nous, on a fait le choix du moins coûteux, qui est le bateau, mais beaucoup plus lent, tu vois. Et ça prend plusieurs semaines, ça prend voire des mois, tu vois. Et du coup,
bah, forcément, ça a un impact sur après la suite, tu vois. Mais ouais, dès qu'on a reçu les fonds, bam, on appelle, on dit, bon, les gars, lancez la production, on a besoin de la paire de chaussures, tu vois. En fait, eux, ils sont prêts, ils vous attendent et c'est vraiment juste dès qu'il y a Une une fois que tu as le production. master sample, ils ont toutes les codes pour le produit final. Bah, t'envoies, boum. Hein. Après, tu sais, design, c'est design de la paire de chaussures. Il y a d'autres trucs, tu vois. Avec l'usine, tu travailles aussi sur l'emballage de ton produit. Donc, comment il va être emballé. La boîte chaussures, forcément, faut la designer aussi. Comment elle est rangée à l'intérieur. Les tailles, les différentes tailles. Tu vois, il y a plein d'autres détails qui vont avec. Et ça, tu le fais ça en amont de la sortie Ouais, et là, de la par contre, tu le production? fais en amont. Faut que tu sois prêt, tu vois. Ok. Faut que tu sois prêt. Dans quel type de boîte elles vont être rangées, de carton complet. Combien de cartons, combien de paires par carton, comme ça, comment ça sera rangé dans les bateaux pour économiser le maximum de place, pour qu'après ça soit livré dans des conteneurs. Après, ça va arriver où en France, donc après, ça arrive à certains endroits. Enfin bref, après, il faut assurer la marchandise à qui transfert de propriété, et tout. Enfin bref, tout un truc, tu vois. Et du coup, si tu, c'est des sujets que, après, moi, j'avoue que j'ai fait une formation commerce internationale avant, donc c'est des sujets qui me parlent, mais en vrai, c'est des sujets qui peuvent vite être compliqués quand tu connais pas. Et tout ça, c'est des trucs, tu te renseignes comment est-ce que tu trouves l'information de, ok, telle solution est meilleure que celle-ci? Est-ce que c'est quoi, tout ça, t'es un enfant de Google, t'es un enfant de YouTube, tout ça, Ouais, déjà. Ouais. Après, t'es un enfant des gens que t'écoutes, tu regardes et tout, les gens qui sont autour de toi. Hudson, c'est un boss des recherches et de trouver le mec qui sait, ça, c'est vraiment son délire. Des vidéos à 300, 400 vues, là où il non, donne mais plus de non, lui, c'est un mec de LinkedIn, c'est un truc Ah de ouf. ouais? Il trouve des gars sur LinkedIn et il va leur poser des questions et tout, il est trop chaud. Et sinon, t'es aussi un enfant de je me suis trompé et bah, la bonne solution, c'était l'autre, tu vois. Aussi. Tout simplement. Donc, Et du coup, vous recevez, parce que du coup, une fois que les paires arrivent, donc là, vous avez je sais pas, vous communiquez sur quoi, sur WhatsApp, peut-être sur, je sais pas, avec l'usine, avec l'usine, je te parle. Ouais, mail, WhatsApp. Ouais. Non, même pas. La Chine, c'est pas WhatsApp, ils ont pas le droit à WhatsApp, c'est WeChat. WeChat, ouais, du coup, vous êtes sur WeChat. Le truc qui prend toutes tes données et qui va les transformer, les vendre à je sais pas qui. Là, vous arrivez, du coup, tu reçois une notif WeChat où ils disent, bon, bah, c'est bon, la paire est arrivée. Enfin, les paires sont arrivées, tu les récupères où? Tu les récupères comment? Nous, on a fait livrer au Havre. Ouais, la première fois, on a fait livrer au Havre par bateau. Donc, après, toi, tu te débrouilles. Hein, soit tu payes un transporteur qui va prendre tes trucs et qui les ramène à ton stock, dépendant de où est ton stock. Soit tu loues en camion, tu vas les chercher. Vous avez un endroit pour stocker les paires? Parce que du coup... ça a changé. Oui, on en a. Mais à l'époque, comment on a fait à l'époque? Dans un misou. Je crois qu'on les a répartis. En plus, il nous arrivait une vraie galère à cette époque parce que il s'est passé une dinguerie. Je t'enverrai la photo, tu verras. Mais on s'est fait livrer les paires de Layup Revo 1 et les cartons, ils étaient explosés. Et mec, quand t'as travaillé 3 ans sur le projet, que t'arrives au port et que tu vois les cartons, ils sont tous écrasés comme ça. Et nous, on a pété un câble. On s'est dit, mais en fait, le truc, il est mort, tu vois. Ouais. Surtout qu'on a déjà vendu les paires en crowdfunding, donc faut les livrer maintenant. Et on voit que la moitié des cartons, ils sont explosés. Donc là, pareil, tu repars dans des procédures d'assurance, machin et tout. À cause de qui, à quel moment il y a eu le défaut, enfin bref, tout un combat. Mais ouais, enfin, c'est une autre histoire. Mais après, en tout cas, on a fait, nous, on allait les chercher nous-mêmes, on allait les déposer, une partie chez Wilson, une partie chez moi à l'époque. On n'avait pas encore d'espace de stockage. Ok. Mais ces paires-là, du coup, c'était tu peux pas venir avec la boîte comme ça, tout écrasé. Même les paires étaient intactes à l'intérieur ou elles étaient non, les paires, la plupart des paires étaient intactes. Mais certaines avaient été touchées. Mais ouais, une boîte écrasée, t'as payé 100 balles. T'as une paire avec une boîte déformée, alors que c'est soi-disant nouveau projet, machin, on attaque le marché, le renouveau. Ça fait pas c'est pas carré, tu vois. Donc on a essayé de mixer et tout. Tu sais, après, les gens, comme je te dis, tu sais, t'as du soutien aussi. T'as des personnes qui t'aiment, qui te soutiennent dans ton projet. Et du coup, forcément, tu t'appuies là-dessus. Il y a certaines personnes qui me disent, mais vas-y, moi, je m'en fous de la paire, la boîte, la paire, elle fonctionne, non? Donc, vas-y, je peux marcher. Donc, vas-y, la boîte éclatée, tu peux la jeter, donne-moi la paire et tout. Donc, on a beaucoup misé là-dessus et tout. Et d'autres, les autres paires éclatées, on les vendait en dernier, tu vois, en mode, si on avait le choix, voilà, tu vois. Ah oui, parce que c'est très important. Vous avez la livraison. Vous n'avez pas juste envoyé les paires directement chez les gens. Si j'ai bien compris, en tout cas, les premières livraisons, vous les avez faites en main propre. Ouais. C'était comment ce petit tour, ce petit road trip Franchement, bête de délire. Bête de délire. Moi, j'ai fait ça avec tu sais, encore une fois, hein, j'avoue, je me répète, mais tu sais, souvent, j'étais en famille, en fait. Souvent, j'étais soit avec des potes, soit avec mes frères, beaucoup avec mon petit frère. Et du coup, je prends toutes les paires, je remplis mon coffre et je vais faire toutes les livraisons Île-de-France. Et Wilson, il fait toutes les livraisons Normandie. Donc, en vrai, ça te prend, tu prends plusieurs jours, tu vois. Ouais. Mais un bête de délire parce que nous, on voulait faire ça pour 2 raisons. Forcément, une raison économique, mais aussi une raison qui était de remercier en fait les personnes qui nous ont soutenus. Tu sais,
il y a une différence entre je t'envoie la paire, tu la reçois par la poste, je t'ai même pas écrit, je t'ai rien dit, bam, t'as reçu ta paire, c'est cool. Et je viens, je te check de l'épaule et je te dis, franchement, merci, t'as assuré, c'est lourd, t'as lancé le projet et tout. Et puis en plus, on prend une petite vidéo, tac, on la poste sur les réseaux. Ça fait plaisir aux gens autant que ça nous fait plaisir à nous, tu vois. Ils se sentent vraiment remerciés, tu vois. Et on voulait vraiment les remercier. Donc voilà. Et comment est-ce que t'as fait comment est-ce que vous avez fait du coup pour entretenir le momentum après les premières livraisons, après la sortie du projet? Ça s'est passé comment? Là, c'est là où ça commence à devenir plus compliqué ou justement c'est là où... Non, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faut réussir à, encore une fois, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Et là, tu vois, on touche plus à mes responsabilités. Donc, tout ce qui va être mes communications, tout ce qui va être réussir à diffuser un petit peu le projet. Donc, ça va être contacter des médias pour qu'ils en parlent, contacter des médias pour qu'ils fassent des tests. Là, par exemple, tu connais Basket USA? Oui. Ils ont testé la paire. Et donc tu rentres en contact avec eux. J'avoue, j'étais rentré en contact avec eux des mois avant, tu vois, parce que pour leur dire, bon, on a une paire qui arrive et tout. Est-ce que vous pouvez la tester? Donc, tac, on l'a fait tester. Il y a plein de gens qui lisent Basket USA encore aujourd'hui. Enfin, même plus aujourd'hui. Tac, ils s'ouvrent le truc, ils entendent parler d'une paire française. Ils ont envie de tester, ils ont envie de voir. Donc là, tac, ça fait un petit engouement. Et en fait, il faut que tu gardes continuellement un engouement. Donc, tu commences avec Basket USA, après tu touches un autre média, puis un autre média, et tu touches toujours des personnes différentes. Après, tu fais rentrer, par exemple, tu connais First Team aussi. Ouais, aussi. Ils ont fait une émission à un moment pendant les playoffs, mais ils ont montré la paire de chaussures, ils en ont parlé. Donc, tac, tu vois une montée de visites sur ton site, une montée des ventes, etc. Donc, ouais, il faut réussir à continuellement maintenir la hype en allant chercher toujours un moyen de faire parler de toi, tu vois. Et un moyen qui a bien fait parler de nous, peut-être tu vas en parler, mais il y a eu la paire dans un film, et ouais, ça a bien boosté un petit peu notre délire, tu vois. Parce que moi, du coup, je pensais, en tout cas, sur l'échelle de l'exposition qu'avait eu la paire, je pensais vraiment que l'article avec Basket USA, c'était vraiment le numéro 1, le truc qui vous avait vraiment c'est le plus point d'orgue, c'est vraiment le point de lancement, je dirais, qui a parce qui a vraiment fait que parler de nous. la paire, hein, vous irez lire l'article, hein, elle est plébiscitée de fou. La paire, la note, elle est incroyable. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu l'as lu? Parce que du coup, toi, tu leur envoies la paire, mais est-ce que, je sais pas, t'as des échanges avec eux en mode, dites-moi ce que vous en pensez au préalable, ou juste Même pas. tu leur envoies la paire, après c'est eux qui gèrent. Après, c'est eux qui gèrent. Je veux dire, s'ils veulent te détruire, après c'est... Non, justement, ils sont quand même bienveillants. C'est-à-dire que s'ils ont une bonne intention, tu vois, ils sont cool. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est spécialisé dans le test de paire, il prend la paire, il la teste, et si c'est pas bon, et d'ailleurs c'est un peu le même délire avec tous les testeurs, même les influenceurs, les rookies et tout, qui sont bienveillants quand même. Ils ont dans un truc où si la paire a des défauts, bien sûr je vais le dire, je vais pas mentir. Mais par contre, si la paire est vraiment éclatée, j'en parle avec toi, et si au pire on fait rien, tu vois, mais vaut mieux ne rien faire que de faire un message archi négatif, tu vois. Donc non, ils ont de la bienveillance. Après, s'il y a des défauts, bien sûr ils vont les mettre en avant, ou s'il y a une note qui est meilleure sur un plan que sur un autre, ils vont le dire, tu vois. Si tu as 13 sur 20 sur l'amorti, ou 17 sur 20 sur je sais pas, la réactivité de la paire, ça ils vont le dire, tu vois. Mais de toute façon, toi, ça n'a pas été ton cas, parce que t'as eu 8 ou 9 partout, donc... on a eu une bonne note, on a eu la 5e meilleure place de l'année. À l'époque, 4e, au moment où elle est sortie, mais après, on a perdu une place. Mais quand même, t'es dans le top 5 des meilleures paires de l'année, alors que t'es sur le marché avec Nike, Adidas, des trucs comme ça. Non, franchement, on était trop contents. On était trop contents, et on l'a rabâché à tout le monde, tu vois. Après, derrière, la 5e meilleure paire de l'année. L'année de la sortie, c'est notre première paire, on est direct dans la cour des grands. Non, on était trop contents. Toi, tu te rappelles la première fois que t'as lu l'article? Tu te rappelles du souvenir de la première fois où t'as lu l'article? Ouais, de ouf. J'étais trop content. Déjà, ça m'a fait, tu sais, c'était une forme de reconnaissance, t'es content, mais c'est pas à ce moment-là que j'ai le plus kiffé, c'est quand tu l'utilises après derrière, tu vois, quand tu peux en parler aux autres et dire on a été élu 5e meilleur, enfin on a été positionné 5e meilleure paire de l'année, et que les gens ils disent ah ouais, tu vois, ils sont surpris, ils disent putain, quand même, bien joué les gars, tu vois. Ça, c'est un argument de vente pas mal. Ouais, franchement, c'est un vrai argument. Quand tu sais il y a qui en dessous, il y a pas de, tu sais, il y a que Nike au-dessus. Il n'y avait pas d'Adidas, il n'y avait pas d'Under Armour, il n'y avait pas de Puma, il n'y avait pas de, tu vois, tout ça. Il n'y avait pas tout ça devant nous, tu vois. Et en plus, là, Jordan, j'ai vu, il y avait des paires d'Adidas. En dessous de vous, en tout cas, j'ai vu des paires d'Adidas, j'ai vu des paires de Puma. Ouais. Sachant que eux, ils sont combien chez Adidas et Puma, tu sais pas? En termes d'employés? D'employés. Je sais pas, ils sont des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Et vous êtes deux, vous avez fait ça fait nous, quoi. Mais du coup, et en plus, du coup, si je me méprends pas, hein, à cette époque-là, tu travailles toujours ou c'est fini là? Ouais, si, je taffe. Parce que ça sort en 2020 et moi j'ai taffé jusqu'en fin 2022, tu vois. Fin 2022, qu'est-ce qui fait. Fin 2022, est-ce que la Revo 2 elle est déjà sortie ou pas du tout? Non, pas encore. Pas encore.
Fin 2023. Donc, à quel moment tu te dis c'est le bon moment de faire le switch? Du coup, quand t'es en 2022, tu te dis bah là, c'est bon, je peux me lancer en full time. Et en tout cas, je prends le risque de me lancer en full time, Ouais. tu vois. Et c'est le bon moment, j'ai besoin de momentum et genre, je me lance. Bah encore, tu sais, ça faisait des mois qu'on y pensait, qu'on voulait déjà, qu'on Ouais. voulait être. Parce qu'il n'y a pas que toi, c'est Wilson aussi. Ouais, hein, en fait, on voulait vraiment quitter ensemble. On voulait pas qu'il y ait un décalage. Franchement, dans l'aventure Layup, on fait tout en même temps, tout ensemble avec Wilson et on essaie de vivre la même chose, tu vois. Et j'avoue que moi, je suis très attaché à l'expérience autour de l'entreprise, du projet. Et je voulais pas qu'on soit trop décalé en mode, il quitte en 2022 et puis moi, je travaille jusqu'en 2024 et puis il a vécu des choses que j'ai pas vécues ou vice versa et tout. Et du coup, non, on a quitté à peu près à quelques mois d'écart, 3-4 mois d'écart. Et en fait, ça faisait des mois déjà qu'on voulait se barrer, qu'on voulait être vraiment à fond dans le projet. Déjà, d'un côté, t'as envie d'être à fond sur ton truc. Ouais. De deux, t'as envie de quitter cette double vie, entre guillemets, où t'as deux tafs, tu travailles la journée, tu travailles la nuit, c'est pas confortable, ni sur le plan pro, ni sur le plan perso, ni sur le plan santé, ni rien, tu vois, c'est Ouais. nul. Et mais par contre, faut être prêt, tu vois, faut avoir des économies pour financièrement vivre pendant après. Après, faut aussi être prêt même mentalement et être sûr que c'est le bon moment pour ton projet et tout. Donc ouais, on a senti que c'était un moment intéressant et du coup on s'est lancé à ce moment-là. On a dit bon, on quitte et on prend des gars avec nous pour bosser et tout. Donc on s'est mis à 100%. Donc il y a vraiment avant après 2022, en tout cas octobre 2022. Octobre 2022, on a 4 jeunes qui sont rentrés dans l'entreprise en alternance. Wilson et moi, on est passé à 200%. Donc en fait, il y a rien à voir entre avant 2022 et 2022, tu vois. Parce que c'est ça que je voulais poser aussi comme question, c'est est-ce que ça te permet de bosser mieux sur des trucs que tu faisais déjà avant? Ou alors est-ce que ça te permet d'ouvrir carrément des... En fait, de bosser sur autre chose, ça veut dire. En gros, sur la marque, hein, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah les deux. Les deux, ça veut dire que déjà, Ouais. t'es plus intense dans les trucs que tu faisais déjà. Et en plus de ça, ça te permet de... T'as plus de temps pour bosser sur d'autres trucs. T'es plus intense, t'es plus organisé, t'es plus serein aussi. Et ça t'ouvre l'esprit. Tu sais, en fait, quand tu bosses sur plusieurs sujets en même temps, en tout cas, moi, c'est mon cas et il y a d'autres personnes que je côtoie qui me parlent, qui me disent un peu la même chose. C'est peut-être ton cerveau, tu as un temps d'adaptation pour passer d'un sujet à l'autre. Tu vois, Ouais. par exemple, la journée, tu es sur ton taf, tu vends des ordi, la nuit, tu vends des baskets. Ben, le temps que tu passes d'un l'un à l'autre, tu as un petit temps d'adaptation, tu te replonges dans l'autre projet, tu retravailles tout. Et ce temps d'adaptation-là, c'est de la perte de temps, entre guillemets, tu vois. Si tu es à 100% sur une seule idée, enfin sur un seul projet, tu es beaucoup plus concentré, tu es beaucoup plus efficace. Et ouais, en effet, ouais, c'est une force de ouf. Ça change tout. Est-ce que des fois, tu arrives à un stade où tu as trop de temps et le sens des priorités que tu as dans ton projet, il commence à s'inverser. Tu sais pas par où commencer. Tu te Ouais, dis... complètement. Alors que je pense que l'époque où tu étais... où tu travaillais encore avec Wilson, je pense que c'était... Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que vous faisiez pas avant et que maintenant vous faites. Mais ouais, complètement. Tu l'as ressenti toi ou pas? Ben, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Ouais. Il y a des personnes qui sont focus sur le truc et ils vont droit vers l'objectif. Et il y a des personnes qui s'éparpillent davantage. C'est pas forcément un défaut, hein, ça peut être une qualité aussi. Et moi, je sais que j'ai tendance à, tu sais, justement, des fois, je peux me concentrer longtemps sur un truc pas très important, tu vois. Et en vrai, c'est de la perte de temps. Faut vraiment se concentrer sur, ok, ça va me ramener de l'argent, ça c'est rentable, ça c'est nécessaire. Ça c'est secondaire et je le ferai après, tu vois. Ou sinon je le ferai avec moins de temps que tu sais, tu peux pas mettre le même temps sur un truc qui est primordial, important et qui te rapporte quelque chose que sur un truc qui est secondaire et qui te rapportera pas ou dans très longtemps, tu vois. Est-ce que tu dirais que toi maintenant ton rôle c'est ça, c'est identifier les trucs qui te rapportent de l'argent et les trucs qui t'en rapportent pas forcément et faire plus de ce qui te rapporte de l'argent et moins de ce qui te rapporte pas? Mon rôle dans l'entreprise, tu veux dire? Ouais, c'est ça. En réalité, si on parle de rôle, comme ça, ce que tu viens de dire, c'est plus une question stratégique, c'est plus le rôle de Wilson. Okay. Mais par contre, sur le plan, à mon échelle, bien sûr que c'est mon rôle, et d'ailleurs c'est le rôle de tout le monde, tu vois, de savoir identifier ce qui est, en tout cas si tu veux réussir, faut que tu arrives à identifier ce qui est nécessaire et ce qui est primordial et ce qui est prioritaire. Mais au plan entreprise, même si on le travaille, on le réfléchit ensemble, on a tous les deux cette responsabilité avec Wilson, c'est sa réflexion à la base, enfin c'est son taf de bosser là-dessus, tu vois. Ok. Et donc toi, du coup, ce serait plus sur la communication dans le sens où, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ce réseau-là, il nous rapporte tant, on va se concentrer sur ça. Ou c'est ça l'idée? Ouais, exactement. Ça va être création du contenu, quelle image je veux que ça ait, comment on s'adresse, quel ton, quelle image, quelle couleur,
La boutique, on va la changer de couleur. Bah, Cédric, tu es responsable de savoir comment tu veux, à quoi tu veux qu'elle ressemble. Dessine-la, dessine chaque plan, trouve les fournisseurs qui peuvent nous apporter tel truc. Par exemple, on avait un pop-up store à La Défense. Bah forcément, là, je trouve les moyens et les compétences, si jamais il y en a que j'ai pas, pour dessiner le pop-up, trouver les outils qui vont nous permettre de le réaliser et après de le mettre en place, tu vois. Donc voilà. Et pendant cette période-là, où du coup, maintenant, tu es en full-time, Ouais. vous êtes en full-time, et Ouais. en plus, vous avez des personnes qui vous accompagnent avec vous. Ouais, ça a déjà tourné, ils sont partis, après, il y a d'autres personnes et tout. Là, vous vous lancez sur la Revo 2. Ouais, complètement. C'est dès que t'arrêtes, tu te dis, bon, on va lancer une deuxième paire ou... Au moment où on lance la première, on veut lancer une deuxième, ouais, complètement. Directement après. Ouais. Okay. Bah, tu sais, nous, tu vois, par exemple, la première, on prend 3 ans pour la sortir. La deuxième, on prend 2. Au moment où, enfin, nous, ça, c'est notre rythme à notre échelle, tu vois, c'est une petite entreprise. Nike, ils sortent une nouvelle paire tous les, peut-être 3 minutes, tu vois ce que je veux dire, dans plein de sports différents, mais je veux dire, ça va extrêmement vite. Et c'est comme tout aujourd'hui, tu vois, à notre époque, tout va très vite. Les gens, ils consomment, bam, ils passent à autre chose, ils consomment, ils passent à autre chose et tout. Donc, il faut quand même avoir un certain rythme, maintenir un certain rythme si tu veux continuer de créer de l'attention, tu vois. Mais quand même, vous avez entre la Revo 1 et la Revo 2, vous avez diminué le temps de production de la paire, de lancement de la paire d'un tiers, tu vois. Ouais. Enfin, ouais. Et est-ce que tu l'as vraiment ressenti que là, on va sur 100 fois trop vite, on va 100 fois plus vite que ce qu'on allait avant? Est-ce que il y a des trucs, des erreurs que vous avez faites au début que vous n'avez pas refaites? Ouais. On en a fait d'autres, des nouvelles, mais ouais, il y a des erreurs qu'on a réussi à ne pas refaire, Ouais. et surtout t'avances beaucoup plus vite quand tu connais, quand t'es capable de communiquer. Comme je te disais, la première fois qu'on a communiqué avec les usines, tu galères, tu vois. La deuxième fois, nous, la deuxième paire de chaussures, elle est fabriquée dans la même usine que la première. Ouais. Donc, on se connaît déjà, ça fait 3 ans qu'on se connaît, bam, bam, on échange, ça va beaucoup plus vite. Il y a des calculs qui ont été faits la première fois qui n'ont pas besoin d'être refaits, par exemple, sur les dimensions de la chaussure, sur des trucs et tout, où on va beaucoup, beaucoup plus vite, tu vois. Après, comme tu disais tout à l'heure, bah forcément, tu fais évoluer ton projet. Donc, tu pensais peut-être gagner plus de temps que ça, mais comme tu as envie de faire mieux, eh ben, tu te rajoutes des trucs. Ouais. Et finalement, tu gagnes du temps, mais pas autant que ce que tu voulais peut-être. Ouais. Et c'est lesquelles? Parce que du coup, tu parlais aussi des erreurs que vous avez faites, des nouvelles erreurs que vous avez faites. Ouais. Est-ce qu'il y en a quelques-unes? Il y en a qui ont été... Bah, déjà, le premier truc qui me vient en tête, c'est la paire de Léa Prévost 1, elle taillait trop grande. La Léa Prévost 2, elle taillait trop petite, tu vois. Donc, en vrai. La Revo 3, c'est bon. Non, mais Commandez votre taille. Le mec, avant, en vrai, c'est bête, hein, tu vois. Mais avant, les gens, ils venaient pour acheter, et je disais, ouais, mais vas-y, essaye de regarder si tu peux prendre une taille en dessous, parce que elle taille un peu grand et tout. Si jamais elle est grande, prends la taille en dessous, tu vois. Ouais. Et le même mec qui revient 2 ans plus tard, je lui dis, bon, essaye de voir si tu peux prendre la taille au-dessus. Tu vois, c'est un peu débile, tu vois. Mais après, tu sais, comme nous, on est encore à une échelle où on est très proche des acheteurs, c'est facile à expliquer. Mais c'est vrai que quand t'as, par exemple, si ça arrive à Nike, si demain, toi, t'achètes depuis 10 ans une paire en 44, t'arrives chez Nike et que t'as besoin d'acheter une paire en 42, tu vas pas comprendre, tu vois. Ouais. Donc, ouais, et j'imagine que vous êtes pris aussi différemment pour le lancement de la paire. Enfin, je pense, hein, où tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, vous n'avez pas fait de crowdfunding cette fois-ci? Ouais, vous en avez non. Bah, là, du coup, on a pu la financer en propre avec les bénéfices de la chaussure numéro 1, tu vois. Okay. Et le lancement, comment ça s'est passé, du coup? Est-ce que tu peux, enfin, les jours qui précèdent le lancement, etc., comment ça s'est passé? Très bien. En vrai, très bien. J'étais super content. Parce que un truc aussi qui fait la différence, quand tu as de l'expérience, tu apprends à te préparer mieux, tu vois. Et du coup, meilleure préparation, donc c'est-à-dire que quand tu arrives pour sortir la deuxième paire, tu connais plus de médias, tu as des contacts, donc tu peux préparer les gens, tu as des contacts par exemple de photographes, de trucs comme ça, donc tu as plus de contenu pour publier au moment où tu publies, des vidéastes, des contenus, tout est prêt, tu vois. Tu sais que ta paire de chaussures, il te la faut tant de temps avant pour pouvoir créer tes contenus. T'as refait tes réseaux sociaux pour les préparer. T'as préparé les gens avec des newsletters. Tu leur as dit, ouais, on va envoyer la paire à telle époque, telle date et tout. Donc, préparez-vous. Ton site internet, que la première fois, bon, bah, c'était un petit peu bancal. Les gens, ils sont arrivés pour acheter, ils pouvaient pas acheter. Donc, ils sont revenus le lendemain, des trucs comme ça. T'as l'impression d'avoir perdu des ventes. Bah, la deuxième fois, ça t'arrive pas. Tout ça. Donc, tu vois, tout est beaucoup plus préparé. Et en fait, c'est la préparation qui fait le succès souvent. Ouais. En fait, il y a plein de micro-trucs qui sont nécessaires, sur laquelle la première fois vous avez pêché, et là, cette fois-ci, c'était pas le cas. Donc, la deuxième fois, c'était pas le cas. Mais surtout, on a pu... la différence, c'est à notre échelle, c'est beaucoup la communication, tu vois.
si tu arrives à bien préparer les gens. Et aussi, la deuxième fois, tu sais, les gens, il y a une base de personnes qui te connaissent déjà, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont déjà... avant, c'était nos proches, tu vois. Notre cercle numéro 1 qui soutenait le projet, c'était nos proches. Maintenant, au moment où on sort la paire, on a peut-être, je sais pas, 5000 abonnés sur Insta ou 1000 sur TikTok ou j'en sais rien. Des gens qui ont déjà l'intention de partager quand ils voient l'info. Donc là, tu touches déjà un cercle beaucoup plus grand de personnes. Et ça, c'est une force. C'est une grosse force. Ça fait une différence de dingue. Et aussi, vous avez... Parce que du coup, il y a 3 leviers. En gros, non, il y a quoi? Il y a peut-être 2 leviers d'acquisition dans le sens où les gens, ils peuvent trouver la paire sur le site, ils peuvent trouver la paire lors des pop-up et des magasins éphémères. Du coup, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est magasins éphémères, on va dire. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, comment ça s'appelle? Tu me dis si le terme, c'est pas ça, c'est quoi? C'est le retail, en gros, c'est quand tu vends ta paire dans un shop, c'est comme ça que ça s'appelle? Retail, en tout cas dans ma définition, c'est quand c'est de la revente. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément quand c'est moi qui vends en propre, mais c'est quand c'est un magasin qui revend les produits, la marque de quelqu'un d'autre. Du coup, c'est de ça dont je parlais. Est-ce que ça c'est un truc avec les que vous faites ou pas du tout? Est-ce que par exemple, je peux la trouver chez Decathlon la paire, tu vois, pas chez Decathlon, chez Sport 2000 à un moment. D'ailleurs, je pense qu'elle y est toujours au moment où on parle, mais c'est pas notre fer de lance. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est plein de détails, entre guillemets, économiques, tu vois, business, mais mettre ta paire en vente chez un revendeur, donc en retail, ça implique des coûts qui sont différents, tu vois. Ta paire, tu lui vends à cette personne-là. Admettons, nous, la Layup Revo 2, elle est à 109 €, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, elle est à 109 € sur notre site. Si je veux, enfin, j'ai un prix conseillé à cette personne-là, tu vois, j'ai envie que Sport 2000, ils la vendent à 110, tu vois, j'ai envie de leur dire, bon, bah, la vend pas à un autre prix puisque c'est le prix de la paire de chaussures. Mais au moment où je lui dis ça, bah, lui, il peut pas l'acheter à 110, tu vois, si veut la vendre à 110. Donc, la paire que moi, j'aurais vendue en direct à 110, bah, je la vends moins cher à Sport 2000. Et lui, il va la négocier, tu vois, il va me dire, bah, je peux pas l'acheter à tel prix, puisque après, il faut que je la mette en magasin, il faut que je te mette un espace, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que je fasse même un petit peu de com et tout. Ouais. Donc, il va me demander, bon, bah, je te l'achète à temps. Et forcément, bah, c'est pas les mêmes retombées après derrière. Ok, peut-être tu vas toucher plus de monde, mais tu vas faire moins de bénéfices et tout, etc. Donc, tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Et nous, en tout cas, à notre échelle, on était très concentrés sur la vente directe, surtout qu'on avait la possibilité d'avoir des espaces de vente physique et en plus en ligne, tu vois. Donc, ok, mais parce que on va dire que ça c'est plus pour des grosses marques, enfin des plus grosses marques qui peuvent se permettre de perdre quelques euros sur, qui peuvent se permettre de perdre de l'argent sur des paires qu'ils auraient vendues en physique, mais en se disant bon, de toute façon. Ouais, je pense que l'ambition réelle c'est d'être partout. C'est-à-dire que, ça, admettons, je suis à Adidas. Ok, j'ai un certain nombre de magasins Adidas en France, mais j'aurai jamais autant de magasins Adidas que de Foot Locker. Tu vois ce que je veux dire? Et si je peux être dans des Foot Locker et dans des Adidas, vas-y, autant. Voilà, et plus des Decathlon, plus des machins, plus des machins. Et du coup, bah ok, j'accepte que j'ai une gamme que je dédie vraiment à la revente. Et après, j'ai certaines paires exclusives pour chez moi ou des trucs comme ça. Tu vois. Ok. Donc tu ne vendrais pas la même chose. Par exemple, si toi, disons, un jour, tu as un catalogue de chaussures incroyable, tu te dis, bon, bah, celles-là, je peux me permettre de les vendre au retail et celles-là. Stratégiquement, tu peux faire ça. Okay. Après, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas pour Adidas, par exemple Nike, c'est sûr et certain qu'il y a des paires que tu trouves pas partout, tu vois. C'est sûr et certain. Il y a des paires que tu peux acheter que sur leur site. Et il y a beaucoup de paires comme ça. Et ils ont une certaine gamme qui est dédiée vraiment à... Mais après, eux, ils sont très compliqués sur la revente chez Nike, tu vois. Et parce que du coup, à un moment, tu parlais de... J'ai regardé une émission, tu parlais de la puissance, de l'hégémonie de certaines marques. Ouais. Tu disais qu'il y en avait qui avaient même le pouvoir de décision de dire, bon, bah toi, on va pas te retrouver, par exemple, chez Foot Locker, on parlait de Foot Locker, etc. Est-ce que comment ça se passe? Comment est-ce que tu es au courant de cette information, déjà, pour commencer? Et de deux, officiellement, c'est pas en fait officiellement c'est pas vrai. C'est-à-dire que légalement, il n'y a pas quelque chose qui dit ouais bah, par exemple, je suis Nike, je dis que les Yup, ils n'ont pas le droit d'être dans tel magasin, tu vois. Par contre, je suis Nike, j'ai le droit de te dire ben non, tu me revends pas, tu vois. Et au moment où la personne elle dit bah pourquoi tu me revends pas? Bah, parce que peut-être il y a des trucs que tu vends que ça me convient pas que tu les vendes, tu vois ce que je veux dire. Et donc tu vois, c'est plus dans ce sens-là, mais ils ont pas ils ont pas de pouvoir de décision directe, enfin je pense pas en tout cas de dire toi tu vends ça, toi tu vends pas ça. Et Nike aujourd'hui, en vrai on prend toujours cet exemple-là, mais c'est les seuls qui
ça a peut-être un peu changé aujourd'hui, mais qui reçoivent pas qui vont pas voir les gens pour dire est-ce que tu peux vendre ma paire de chaussures, tu vois. C'est les gens qui sollicitent Nike, qui remplissent peut-être même un dossier pour dire est-ce que je peux vendre tes paires. Mais après, t'es agréé ou pas, tu vois, et puis ils te disent non, tu vends pas mes paires, tu vois, ton magasin il est flingué. Et, Ok. C'est comme ça que ça se passe du coup de leur côté. de leur côté. Après, pour toutes les autres marques, c'est un petit peu différent. Les autres, ils arrivent, ils t'appellent, ils disent ouais, bon, bah, j'ai vu que t'as un magasin de chaussures, est-ce que tu veux vendre des paires de tac, tac, tac et tout, tu vois. Et d'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est à ce moment-là que le mec, tu tombes sur un mec sympa, encore une fois, qui t'explique, qui te donne des infos, qui te dit ouais, bah, c'est cool et tout. Bah, tu sais que pour telle personne, ça marche comme ça, telle personne, ça marche comme ça, tu vois. Et nous, c'est beaucoup comme ça qu'on récupère des infos, tu vois. T'appelles le mec qui est en charge, puis il pose la question, comment ça se passe, tu vois. LinkedIn, direct. Oh, non, mais c'est exactement ça. Niveau réinvestissement chez Layup, Ouais. c'est quoi les. Quand t'as une marque de chaussures, quand t'as une marque de. Même... Parce que c'est pas que chaussures, hein. Chaussures, textiles, d'ailleurs, les chaussures, on les a pas montrées. Ouais, j'avoue. On les montrera après. C'est quoi les trucs qui coûtent vraiment cher, en fait, du coup? Qu'est-ce que, dans la marque, qu'est-ce qui coûte de l'argent? Bah, production, forcément. Ouais. Production, c'est le plus cher. Stockage, ça coûte cher aussi. Ok. Quand tu veux, en vrai, c'est aussi ça, tu sais, quand je te disais au début, tu choisis un petit peu le business que tu veux et tout. Nous, on est parti dans un business passion, tu vois. On kiffe ça, donc on l'a fait. Mais donc après, tu réfléchis à, ok, on a vraiment envie de faire ça. Il y a des personnes qui réfléchissent dans l'autre sens. Qu'est-ce qui va être le plus économique? Et aujourd'hui, moi, dans mon esprit, si un jour je relance quelque chose, c'est sûr que je vais réfléchir à un projet où j'ai moins de problématiques de stockage, par exemple. Aujourd'hui, admettons, t'as 1000 paires de chaussures à stocker. Faut trouver un endroit pour les mettre quand même, tu vois. Tu peux pas les mettre chez toi, tu peux pas les mettre, tu sais, ça peut vite coûter cher, tu vois. Ok. Et ça veut dire, idéalement, ce serait un produit qui se stocke pas, du coup. Genre, ouais, un produit virtuel, genre, un produit, un service peut-être aussi, Ouais. ou je sais pas, mais des choses qui se stockent pas, je me dis, parce que ça monte vite, vraiment. ouais, ça peut être. Tiens, et puis surtout, c'est une charge fixe, c'est-à-dire que même si tu vends pas, bah tu stockes quand même, tu vois. Donc que tu vendes ou que tu vendes pas, tes paires elles sont là, faut les stocker. Et puis en plus, bah le produit il évolue dans le temps, tu vois. Donc dépendant de la durabilité de ton produit, si ça se trouve, il peut subir des dommages et tout, il peut vieillir. Donc faut avoir un bon roulement, tu vois. Donc non, c'est pas forcément simple. La partie stockage, c'est quelque chose qui peut te coûter cher. Après, forcément, les gens, si t'as des personnes avec qui tu travailles, bah, ça peut te coûter cher aussi. Si t'as des employés, je veux dire. Donc ça fait partie. Et après, ouais, pour nous, c'est ça les plus grosses lignes. Après, bien sûr, il y a tout ce qui va être com, mais la com, entre guillemets, c'est variable. C'est-à-dire que ton projet, bah, si t'as quelqu'un qui travaille dans ton entreprise, bah, il a un contrat, faut le payer, tu vois, t'as pas le choix. Le stockage, t'as pas le choix, faut le payer. La communication, même si ça coûte cher, bah, si t'as pas d'argent, tu le payes pas, t'en fais pas, tu vois. Ou alors tu le fais toi-même et ou tu te débrouilles, tu le fais toi-même et tout, tu cherches des solutions. Mais ouais, en termes de charges vraiment obligatoires, ouais, c'est ça qui est un peu plus cher. Et par exemple, quand je te parle des projets sur lesquels vous allez réinvestir, donc les paires connectées, est-ce que ça c'est un truc que vous faites en interne avec vos fonds et vous dites bon bah on va bosser sur ça, sur une paire connectée? Ouais. Est-ce que déjà tu vois ce que je veux dire quand je dis paire connectée? Ouais, bien sûr. Non, parce qu'en fait c'est un truc que j'ai vu dans un extrait, c'était sur je crois que c'était sur une scène télévision. Je me suis dit mais attends. Ah oui, il faut et tout, c'est ça que... en gros, on parlait des différents projets, tu vois. Et tu sais, la paire de chaussures, c'est bien. Tout le monde utilise des paires de chaussures dans le monde du basket et tout. Mais c'est vrai qu'on a envie d'évoluer et d'aller toucher des domaines qui sont reliés au nôtre, mais en faisant avancer, tu vois. On veut aller autre part, on veut continuer de faire évoluer le projet, on veut continuer de faire avancer même le marché dans lequel on évolue, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Et ça fait partie des idées qu'on développe. Après, tu sais, les idées que tu développes, tu travailles dessus aujourd'hui. Peut-être qu'elle va éclore dans 6 mois, peut-être qu'elle va éclore dans 10 ans, tu vois. Mais encore une fois, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, c'est les priorités que tu vas mettre, tu vois. Est-ce que tu veux vraiment que ce truc-là, il explose tout de suite et que tu mets toute ton énergie, tout ton argent dedans, ou est-ce que tu le fais au fur et à mesure de l'évolution et tout. Aujourd'hui, on est plus dans le second cas, où on est en train de, tu vois, on creuse, tac, on réfléchit. On travaille avec des gens aussi qui sont déjà sur le sujet depuis quelques temps. Et puis c'est comme ça qu'on essaye de voir si ça donne quelque chose. Et puis c'est aussi une manière de sonder. Tu sais, si par exemple j'en parle, c'est volontaire. Tu sais, t'en parles dans une interview, dans un truc. Tu regardes aussi s'il y a une attente, s'il y a quelque chose. Ok. Je vois. En fait, c'est vraiment un truc lointain. Enfin, plus ou moins lointain. Ouais, ça peut l'être. Okay, dépendant de comment ça réagit. Ok.
Mais et ça, pareil, c'est pas un truc qui vous coûte en termes financiers où vous dites bon bah là on est parce que moi j'imaginais ça comment? Je me disais vraiment ils sont dans une cave chez Layup en train de bosser sur une paire connectée, en train de faire avec de la soudure sous la paire et tout. Il y a pas de il y a pas de cave. Il y a du travail, c'est sûr, tu vois. Ouais. Il y a du travail actuel, tu vois. Et il y a de la réflexion, il y a des échanges et tout avec des spécialistes. Mais c'est pas c'est pas notre combat numéro 1, Ouais. mais c'est quand même un sujet important, tu vois. Est-ce que c'est parce que avec le temps c'est là où tu vois la direction que va prendre les paires de chaussures dans le monde du sport? C'est pas parce qu'on le voit, mais c'est parce qu'on cherche. C'est parce que c'est ce qu'on cherche, tu vois. Ok. C'est ce qu'on cherche à savoir. La direction que peut prendre le monde de sport et surtout que nous, on veut, la direction dans laquelle on veut avancer, tu vois. Parce qu'il y a plein de domaines, tu vois. Tu peux être dans la paire de chaussures pour la santé, tu peux être dans la paire connectée, tu peux être dans différentes choses et tu choisis la branche que tu veux voir évoluer et puis tu cravaches là-dedans, tu vois. Et nous, on sonde pour voir vraiment le truc qui est le plus pertinent pour nous, tu vois. C'est un peu ça. Mais oui, on investit un petit peu, mais c'est pas la ligne qui est la plus lourde. C'est laquelle là pour les prochains mois, les prochaines années? Ça reste la production, en vrai. Ça reste la production. Surtout que nous, on est beaucoup en fonds propres, tu vois. Après, il y a aussi beaucoup, on cherche des investissements extérieurs et tout, mais ouais, beaucoup de fonds propres. Donc ouais, ça reste ça le plus important pour nous. Et aussi, il y avait un dernier truc sur lequel je voulais revenir avant qu'on fasse un mini-jeu. C'est important, ouais, parce que je vois qu'il y a c'est peut-être un léger shift, dans le sens où avant, j'ai l'impression, surtout quand tu regardes sur Instagram, c'est avant les layups, le compte Instagram, c'était beaucoup de basket. Et là, je vois qu'il y a une plus grande ouverture, ouais, avec des produits pour les gens qui vont à la salle, des gens qui font du running un petit peu. Enfin, running, salle, tu vois, je les mets un petit peu dans la même catégorie. Ouais, c'est une volonté... C'est une volonté de quoi de votre part de vous dire bah on va s'ouvrir maintenant, on va pas faire que du basket? Complètement. En fait, c'est le projet initial même. Okay. Dès le début, notre ambition c'est de faire des chaussures de sport, au sens large, tu vois, vraiment toucher différents sports. Bon, on a commencé par le basket parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on kiffe, tu vois. Et on est parti sur un truc assez large, tu vois, enfin assez spécifique, je veux dire, justement, basketball. Mais dans l'ambition d'aller faire des chaussures dans d'autres domaines. Et tout simplement parce que c'est ce qu'on avait envie. Mais c'est vrai que dans le quotidien, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le temps de production d'une chaussure et tout, c'est des choses qui sont assez longues. Et qui sont assez longues. Et du coup, on s'est dit, autant pour le reste des sports, autant switcher par le textile. Parce qu'en fait, le textile, c'est quelque chose qui va un petit peu plus vite et qui se vend toute l'année. Et du coup, on a tout intérêt à être aussi présent sur une gamme textile technique et aussi un peu de sportswear pour que la marque puisse s'étendre et ne pas toujours attendre la prochaine paire de chaussures, puisque la paire de chaussures, c'est un petit peu plus long comme rythme de production, je dirais. Et idéalement, dernière question, idéalement, je fais durer l'émission de fou. Non, moi, je peux rester. Idéalement, ce serait quel marché que tu aimerais attaquer après le basket? Au niveau de la paire, au niveau de la paire de chaussures. Au niveau de la paire, c'est ce qu'on disait, tout ce qui va être salle de sport, tout ce qui va être running, tout ce qui va être... tu sais, on les met dans la même case, mais c'est une paire de chaussures de sport qui est un petit peu plus globale, je dirais, tu vois. Une paire pour un mec qui va à la salle, il va à la salle. Non, c'est plus le contraire. Le mec qui court avec sa paire, il peut aller à la salle avec, tu vois. Donc c'est une paire, je dirais, plus orientée running pour aller aussi à la salle, pour un petit peu de crossfit, des choses comme ça, pour toucher un public plus large, en fait. Parce que le basket, c'est quand même, tout le monde est dedans, tu vois. Mais ça reste quand même un univers... mine de rien, qui est petit par rapport au running, en tout cas, qui est très petit. Tu vois. Du coup, pour ceux qui se posaient la question, là, on est avec la paire de Layup Revo 2. Et du coup, Cédric, je vais te laisser présenter la paire. Paire de Layup Revo 2, donc en 2 coloris. Donc, toi, tu as la full black dans la main. Et moi, j'ai la rose, qu'on a appelée Sweet Candy. Et en vrai, c'est notre deuxième paire, donc encore plus abouti que la première. On est super content du rendu. Testé aussi par les différents magazines, tu vois, avec pas mal de résultats. Donc là-dessus, on s'est concentré sur légèreté du produit. Ouais. Mais la paire, je le sens direct, de toute façon, elle est vraiment super légère. Et encore, t'as un truc dedans. Ouais, là, dedans, il y a le... Comment s'appelle ça déjà? Le papier. Moi, je l'appelle papier. Faire le papier de la paire. Et il y a un nom. Non, mais il y a un nom. Technique, mais c'est pour les trucs en bois, pour les trucs un peu solides, pour tenir la paire. Ouais, s'il y a un nom, mais j'ai oublié. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Mais vas-y, si on le trouve, on le mettra dans le montage. Mais ouais, sur cette paire, on s'est concentré sur confort, dynamisme, légèreté. Et en gros, légèreté, parce que c'est essentiel dans le basket. On en a
pas beaucoup parlé, mais avant de sortir les paires, on fait des analyses de notre marché, tu vois. Ouais. Et on se renseigne beaucoup sur les attentes des basketteurs, ce qu'ils veulent et tout. On fait des sondages, on pose pas mal de questions. Et la légèreté revient vraiment beaucoup. Donc, nous, on s'est souvent concentré là-dessus. La layup Revo 1, c'était pareil. Confort. Déjà, tu as besoin d'une paire confortable, mais aussi, c'est un bon argument de vente pour nous, qui sommes souvent en proximité avec l'acheteur, puisque on a besoin de faire la différence immédiatement quand le mec il met la paire de chaussures dans le pied. Le mec ou la meuf d'ailleurs, c'est une paire mixte. Au moment où il met la paire dans son pied, j'ai besoin qu'il sente tout de suite qu'il se sent à l'aise et qu'il peut game avec. Parce que si déjà il me connaît pas la marque, il a jamais vu, il a besoin d'être convaincu et qu'au moment où il la met, il est pas à 100% à l'aise, bon, peut-être qu'elle va se faire dans quelques semaines, après 2 entraînements. Non, tu vois, je veux qu'il soit séduit tout de suite. Donc, confort et après dynamisme, tout simplement parce que sur les caractéristiques d'une paire de chaussures, tu es obligé de faire des choix. Tu peux pas être à 100% sur tout, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles dynamisme exactement? Réactivité de la paire, contact avec le sol et capacité à garder de l'énergie, à pas perdre plutôt l'énergie de la paire de chaussures dans les mouvements, tu vois. Ok. Et ça va se jouer au niveau de quoi, du ça design, va la semelle, de la semelle, matériaux un petit peu, mais surtout semelle et forme, mais surtout semelle, ouais. Et tu vois, par exemple, après, tu peux l'expliquer, mais tu vois, par exemple, sur cette chaussure-là, souvent, tu as des chevrons qui sont en 3D qui ressortent sous les paires de chaussures. Les chevrons, c'est... Les formes, entre guillemets. Encore une fois, c'est un terme, mais je sais même pas si tout le monde l'appelle comme ça, mais qui ressortent. Là, en fait, hein. C'est ce qui est là. Ouais, qui sont sous la paire. Et du coup, nous, ce qu'on a fait sur cette paire de chaussures, on a décidé d'avoir une forme circulaire avec un centre qui est basé juste en dessous, là, à la base de l'orteil principal, de hallux. Le terme technique scientifique, c'est l'hallux. Et du coup, c'est l'endroit où il y a le plus de pression sur le pied au moment où tu prends tes appuis. Que tu ailles dans une direction ou dans une autre, c'est l'endroit où il y a le plus de pression. Et à partir de là, on a fait des cercles. Et en fait, tout simplement, quelle que soit la direction dans laquelle tu vas avoir comme point de base celui-ci et les cercles qui vont pouvoir avoir un grip dans n'importe quelle direction. Et voilà, quelle que soit la direction que tu vas prendre, ça va gripper. Et en fait, c'est du grip multidirectionnel de manière à être sûr que tu accroches bien au sol, tu vois. Et voilà, tout simplement. Donc, confort, légèreté, dynamisme sur la paire de chaussures qui existe en rose et en or. Parce que, je crois que vous vous rendez pas compte, mais même le jeu des matières, etc., vu de près, en fait, quand on l'a entre les mains, tu vois vraiment le jeu des matières, il est vraiment très, 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 très stylé. Bah là-dessus, la DA, c'était vraiment le ton sur ton. Ouais. Donc, bah, comme tu vois, Full Black, elle est 100% noire. Mais quand même, tu sais, on voulait jouer avec les matériaux pour aller chercher du relief, tu vois. Et que tu restes quand même dans un délire où bah, tu vois quand même les différences sur la paire de chaussures. Et sur la rose, bah, pareil, on était dans le ton sur ton. Même dans nos communications, tu verras toute la DA de la paire de chaussures, c'est du ton sur ton. Sur l'Insta, tu vois, les photos, les trucs et tout. Mais c'est vrai que sur celle-ci, on voulait quand même apporter une touche de freestyle. Et puis, on a mis la semelle dans un espèce de petit vert pomme un peu, tu vois. Et d'ailleurs, qui marche bien, le vert et rose, ça marche bien de manière générale. Tu verras, tu sais, tu fais la paire comme ça, des fois, tu te rends pas compte des inspirations, des trucs qui t'ont inspiré, qui t'ont influencé. Ouais. Et après, tu te sors la paire et tu te rends compte qu'en fait, ouais, il y en avait déjà des verts et roses, tu vois, comme ça et tout. Ouais. Mais je crois, non, en vrai, je pensais voir une paire, j'avais une paire en tête qui avait à peu près ces couleurs-là, mais en fait, je suis pas sûr. Je pense que c'était une paire de Kairi, peut-être. Ouais, je sais qu'il y a une D4 qui a à peu près les mêmes couleurs aussi, mais qui est sortie il y a un petit moment. Et puis voilà. Mais de toute façon, rendez-vous sur le site de Layup. Layup.fr. 109 €. 109 € aussi. Ah oui, aussi, très important, du coup, le prix qui est de 109 €. Ouais. Donc, paire abordable. Franchement, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les mecs qui travaillent, qui jouent au basket, que ce soit pour les enfants, pareil. Ah oui, parce que du coup, il y a un modèle junior aussi. Hein. Il y a un modèle junior. C'est la version junior de cette chaussure-là. Ouais, elle est Layup Revo de junior. Elle est en vert quelque chose, vert, on va dire green. On l'a appelé green océan, tu vois. Ouais, petit faux. Bleu-vert, on va dire. Bleu-vert. Bah, excellent. Les paires, tu as gagné aujourd'hui. Non, regarde. On peut faire gagner une paire, moi je suis chaud. Mais non. Je suis chaud. Jure. Bah, frère, moi je suis chaud. Très dur. Du coup, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attends, en commentaire. Du coup, en commentaire. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire gagner une paire. Tu commentes ta pointure en commentaire, puis tu marques quelqu'un, et puis excellent. Tir au sort. Excellent. Du coup, on va le faire quoi? On va le faire et sur Instagram et sur YouTube. Donc, mettez votre pointure en commentaire. Vous identifiez, on va dire, 2 personnes. Vous identifiez 2 personnes, 2 basketteurs à vous de votre équipe. Et voilà, il y a une paire de Layup Revo 2 à gagner. Et bien sûr, tous ceux qui ne follow pas seront pas tirés au sort. Exactement. Merci et les gens qui ne follow pas Layup, vous ne serez pas éligible au concours, malheureusement. C'est tout bon?
C'est tout bon. Franchement, merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment. J'ai kiffé, que ce soit les questions ou le flow, l'intérêt du truc, c'était lourd. Mec, Merci. franchement, Bah, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, ça, j'aime bien. Jure, tu vas la faire, Avec gagner. plaisir, mec. Ah, t'es bon. T'es bon. Moi, ça m'a fait plaisir. plaisir. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir de fou. Moi, je te dis. Tu as aimé cet épisode du podcast, alors je te laisse un autre épisode juste ici. Et pour être prévenu lors des prochaines sorties, abonne-toi.